Pacôme Thielman. Salut Denis. Pacôme. Écoute, j'attendais cette rencontre avec toi avec impatience. Alors, ce qu'il faut dire en point de départ, c'est que c'est un tout petit peu une idée à moi, ce livre. C'est-à-dire... C'est complètement une idée à toi. Ouais. À toi et à Ariane Molko. Voilà, c'est-à-dire que je te connaissais, je te lisais sur Facebook, et Ariane, qui est mon amie éditrice, une super éditrice, j'ai dit, écoute, Pacôme, parce que j'avais lu tes livres que je trouve un peu hermétiques, compliqués pour certains, sur les séries télé, etc. Je dis, il faut qu'il fasse une sorte de manuel de savoir-vivre. Enfin, c'est la discussion qu'on a eue avec Ariane. Or... Après, j'en ai plus entendu parler et je viens de le lire. C'est un livre qui sort chez Massot Éditions, qui s'appelle « Tu m'as donné la crasse et j'en ai fait de l'or », un titre magnifique. Qui n'est pas complètement de moi. Hein. C'est Baudelaire. Oui, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire transformé par la mémoire. Et Baudelaire disait « Tu m'as donné de la... » Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Voilà. Et en fait, comme c'était l'ordre dans des articles que j'écrivais à une époque, moi j'ai tendance à citer de mémoire, pas à vérifier la citation, parce que c'est un peu au fil de la plume. Et donc, je m'étais mal souvenu de la phrase de Baudelaire. J'avais écrit « Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or ». Et ensuite... aimant bien cette phrase, je m'en étais fait une sorte de motto, de porte-bonheur, une phrase qui était là pour m'aider à supporter les déconvenues ou les horreurs du monde et de la vie et de tout. Et en fait, quand j'ai vu j'ai vérifié que c'était pas ça, je me suis dit, mais je garde la crasse. Non, c'est un magnifique titre, c'est un magnifique livre. Je pense vraiment que c'est un livre magnifique. C'est un livre rare, c'est un livre généreux. Parce que pour écrire ça, il faut forcément être généreux. C'est à la fois une sorte de journal intime très personnel, bouleversant. Vraiment, il y a des scènes qui t'arrachent les larmes. Je pense à la mort de ton père, je pense à... Et c'est plus que ça, parce que c'est aussi la manière dont tu utilises ta vie pour non pas nous donner des leçons, parce que c'est un livre très érudit aussi, qui ouvre sur une culture qui, pour certains, nous sera étrangère. On va en parler. J'ai 2 pages de notes. Donc, qu'est-ce que je dis 2 pages 4 pages. Oui, ça fait plus que 2. Et pour expliquer un peu, évidemment, c'est un peu classique ce que je vais faire, mais pour expliquer la couleur du livre et ce qu'il contient, il y a les 10 lignes du 4e de couverture. Et tu écris, c'est un extrait de ton livre, tu dis « Sans malheur, pas de bonheur. Seul l'homme le plus triste du monde peut goûter à la véritable joie. Seule la femme la plus malheureuse peut sourire, parce que soudain, un rayon de lumière vient éclairer son regard. Le bonheur, c'est du malheur converti, transmuté, métamorphosé. Toute souffrance s'évapore dans la juste conduite de vie. Tout deuil porte en lui la fleur de notre renaissance. Si nous ne sommes pas capables de devenir le magicien de notre vie rêvée, alors personne ne le fera à notre place. Voilà, en fait, c'est une sorte d'hypothèse que tu poses, en tout cas qu'on lit à la fin, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi ? Et puis, on entre dans ton univers d'alchimiste, parce que c'est un livre d'alchimiste quand même. Et ce que je voudrais, c'est qu'on parcourt et que tu me racontes ou tu me re-racontes ton livre et que tu me donnes des bouts d'explication, parce que tu démarres, on va démarrer par le premier chapitre, je pourrais par moment en lire des extraits, tu démarres par un souvenir japonais, une amoureuse japonaise avec qui tu es en séjour là-bas, tu découvres le Japon et tu n'arrives pas à goûter au bonheur d'être là avec ton amoureuse parce que tu es hanté par des préoccupations complètement égoïstes d'écrivaillon et de je ne sais pas comment le dire. Oui, c'est ça, exactement. Pour le raconter, évidemment, par courtoisie, la plupart des noms ont été changés. Je suppose que c'est inscrit, oui bien sûr c'est inscrit à la fin du livre, c'est précisé, donc on l'appellera du nom du livre, Setsuko. Donc quand j'étais avec Setsuko à Osaka et que je découvrais non seulement Tokyo, Nara, Ise, des temples sublimes, Nara, des endroits qui sont vraiment incroyables, des endroits avec des biches en liberté, des biches qui sont quasiment apprivoisées, qui viennent demander à manger à l'homme. Et quand on leur donne à manger, après, elles hochent la tête, font une espèce de remerciement comme ça, poli, mais vraiment quasiment comme un Japonais hoche la tête, quoi. Ils auront appris, en fait, à dire merci d'un hochement de tête qui a presque un côté ironique. C'est sublime. Tout ça était sublime, mais
j'ai été hanté par vraiment une connerie. C'était il y a longtemps. Hein. C'était mon premier livre que j'avais donné à mon éditeur. Et puis, il ne me rappelait pas. Et il ne m'a pas rappelé, mais pendant 1 an et demi. Bon, il a fini par le sortir. Et puis, c'est un livre sur John Lennon ou non pour John Lennon et Paul McCartney, enfin les Beatles, c'était un livre qui partait du questionnement autour du mythe de la mort de Paul McCartney, qui est un mythe... De John Lennon, parce qu'il n'est pas mort, McCartney. John Lennon est mort, mais McCartney, en fait, il y a eu un mythe. Ah, pardon. Oui, c'est une légende urbaine où des fans fous avaient cru que McCartney était mort et avait été remplacé par un sosie. D'accord. Alors c'est toute une histoire. Bon, c'est pas les spectateurs pourront aller retrouver sur Wikipédia des informations sur le mythe de la mort de McCartney ou éventuellement lire mon livre. Mais là, c'est le mec qui se fait beaucoup de pubs. Et en fait, dans ce livre-là, je parlais de la vraie mort de John Lennon. C'est-à-dire que je partais de la fausse mort de Paul McCartney ou de la mort supposée de Paul McCartney et de ce qu'elle impliquait en fait symboliquement. C'était mon premier essai. Je découvrais ça. C'était une joie folle. C'est-à-dire que pendant des années, j'avais voulu être romancier. J'y arrivais pas. J'écrivais des romans. Puis à la fin, je te dis, bof, il n'est pas terrible, je n'arrive pas, etc. Puis soudain, à faveur d'une rencontre, un jeune éditeur qui va faire une collection, qui faisait d'abord un journal qui s'appelait Musica Falsa, faire une maison d'édition, me dit, est-ce que tu aurais envie d'écrire un livre chez nous ? Un essai sur la musique, oui. Et pourquoi pas un essai sur le mythe de la mort de Paul McCartney ? J'ai commencé et j'avais adoré faire ça, donner le livre. C'était un très jeune éditeur, il n'y avait pas encore les moyens, c'était compliqué, il y avait beaucoup de temps. Et moi, j'ai commencé à me faire le film que le livre sortirait jamais. Ce que font beaucoup de gens qui écrivent leur premier livre et qui ne le voient pas sortir. Ou même deuxième livre, ou même troisième livre. À ce moment-là ? Mais j'avais 25 ans. J'avais 25 et là, ans. T'as 20 ans de plus aujourd'hui ? Oui. Voilà. T'as quoi, t'as 45 ? Oui, je vais avoir 45 cette année. D'accord. Non, c'est pas. Non, mais oui, voilà, c'est 45 cette année. C'était il y a 20 ans. Non, mais c'est ça. Tu en tires des leçons de ça. Ce qui s'est passé, c'est que ça a pris des telles proportions que je m'étais obsédé par ce truc-là, c'est que j'ai commencé à voir tout en noir. Et donc, je voyais des choses superbes, mais en même temps, puis il y a le décalage, la différence de langue, le fait de se sentir étranger dans un monde étrange, etc. Et soudain, je ne sais pas comment c'est passé, c'est une idée qui est passée à travers ma tête. Mais souvent, les gens deviennent fous à cause d'une idée. Et là, j'ai cru que j'allais tuer un présentateur de télé japonaise. Le pauvre monsieur Masaki Sakai-san. Lui, il existe vraiment. Désolé, il existe vraiment, lui. Oui. Non, mais tout est vrai dans ce livre. Bon, après, les noms des gens qui ne sont pas des personnalités publiques est différent, mais les noms des personnalités publiques est vrai. Masaki Sakai. Et en fait, j'ai commencé à me raconter une histoire sur lui, un truc taré. Je le voyais à la télé, je commençais à me raconter une histoire. Et tu avais de réelles hallucinations ? Ouais. Tu prenais des drogues ou... Non. Mais vraiment, parce que un des personnages du livre, enfin je dis du livre parce que tu dis c'est pas un roman, on peut dire c'est un récit plus qu'un essai. Oui, tout à fait. Un des personnages du récit, c'est justement Chapman. Il revient souvent. Tout à fait, bien sûr, parce que j'étais obsédé par la figure de Mark David Chapman. C'est-à-dire tuer des stars. Le tueur de stars. Mais pourquoi ? Parce que, alors c'est là, on va dire, c'est la partie essai. C'est un essai en même temps, hein, c'est les deux récits essais. En fait, c'est une sorte d'exégèse, mais qui partirait pas d'œuvres d'art, mais de ce qu'on a dans notre propre vie. Et en fait, Mark David Chapman, l'assassin de John Lennon, pourquoi il me semblait une figure très importante ? Enfin, dans toute ma vie, j'ai souvent pensé à cette figure-là, parce que c'est la figure véritablement de celui qui n'a pas le destin, qui n'a pas le destin. Voilà. Lennon a le destin. C'est le grand homme, on va dire. Quand on a une star, c'est la grande figure. Et après, il y a les personnes à côté, les auditeurs, les spectateurs, les lecteurs. Et on est comme les éléments résiduels du grand récit. Genre, il y a un grand récit, mais il n'est pas pour nous. Et donc, il y avait cette sensation très étrange que j'avais, en tout cas, que je pense que c'est vraiment... J'avais l'impression de penser comme Chapman, mais qui était que j'étais envieux. J'étais envieux, pas du pauvre présentateur japonais. Réellement, quand tu étais là-bas, tu te disais, je vais buter ce type. Tu étais habité par cette idée. Ouais, tu avais peur de passer à l'acte. Oui, très peur. Oui, j'étais pas content. Et t'en parlais à ton amoureuse ? Et j'osais pas lui en parler. Non, j'osais pas lui en parler. Je gardais ça pour moi. J'osais pas lui en parler, c'était un sentiment de honte immense. Et je voulais essayer d'éviter ça à tout prix. Mais c'est comme une drogue dans le sens où ça m'a habité un moment, et puis à un moment, j'ai vu que ça commençait à disparaître. Alors, très lentement, un peu comme une descente, tu vois.
C'est-à-dire que ça a été là vraiment, c'était comme une certitude plaquée. J'avais même presque, je voyais le parcours lumineux, c'est-à-dire que c'est un truc visuel presque optique. Alors que je voyais quasiment, je pouvais figurer le Japon comme une carte avec des points, et ces points sur les différentes étapes qui m'amèneraient au meurtre du présentateur japonais. Il y aurait un moment, par exemple, il y aurait quelqu'un qui me tendrait l'arme. J'étais persuadé de ça. Si je dis que c'est aussi un livre sur la folie. Oui, oui. Parce que alors, il y a un passage que j'ai trouvé éblouissant. Je suis un gros lecteur, je lis beaucoup de livres. Oui. Mais c'est un chapitre où tu nous embarques dans une histoire. Un médecin arrive chez toi et tu dis que tu as un ventre gonflé et que tu crois que tu vas crever. Et nous, on se dit, putain, il a un ventre gonflé, qu'est-ce qui lui arrive, etc. Et on t'emmène à l'hôpital Saint-Antoine, je crois. Tout à fait, oui. Et là, c'est des pages sur la folie. Et tu arrives, c'est vraiment une prouesse parce que tu arrives par l'écriture à nous montrer ce qu'est, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai lu, mais peut-être je me trompe, parce que je me suis dit que ton ventre était sans doute gonflé, mais que c'était le fruit de ton imagination et que tu étais en train de tomber dans la folie. Tu ne le dis jamais d'ailleurs. Il y a un psychiatre qui vient te voir, tu passes du temps là-bas, tu regardes le monde extérieur, il y a un type qui est avec toi dans ta chambre et tout. Et en même temps, comme on est rentré avec toi en se disant il a un problème physique, et après on arrive à comprendre en te lisant que c'est un problème mental. Enfin, il y a quelque chose de clair-obscur dans tout ça qui est c'est assez magnifique. C'est un chapitre sur la crainte de devenir fou. Comment dire, le livre comprend plein de problèmes qui sont liés en tout cas à ce qu'on pourrait considérer comme des malheurs ordinaires ou des souffrances d'une vie. Moi, j'ai pas eu une vie où j'ai des souffrances énormes. J'ai pas vu, par exemple, comme une amie à moi qui est aussi une très grande écrivain, son père tuait sa mère devant ses yeux. Je pense à Chloé Delhomme. Et ça, je peux dire, ça, je ne sais pas comment on se relève de ça. Elle a réussi. Il y a des gens qui ont des malheurs qui sont gigantesques. Moi, j'ai l'impression d'avoir des tout petits malheurs. Mais ces petits malheurs m'ont plus enseigné que mes grands bonheurs. Et donc, c'est vers quoi j'ai été. Je me suis dit, s'il y a une source d'enseignement, elle est là. Parce que là-dedans, à chaque fois, j'ai pu me confronter, en tout cas, à ce que ce monde a à la fois d'inévident et en même temps de très signifiant. Et c'est comme essayer de dessiner son propre labyrinthe. Le livre est aussi un essai sur... Enfin, j'ai l'impression, moi, c'est comme ça que je l'ai vu, un essai sur... c'est un livre où j'essaye de faire une exégèse d'événements de ma vie. Aussi, j'essaie de réfléchir sur ce que c'est que écrire sur sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire de sélectionner des morceaux de vie? Pourquoi? Comment on les réorganise? Les réorganiser presque quelque chose qui serait dans le temps, les réorganiser dans l'espace. Et arriver à faire comme dessiner son labyrinthe. Donc là, il y a cet endroit-là où je repasse toujours, qui est la crainte de devenir fou. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Et quels événements j'ai qui peuvent expliquer ça en miroir? Alors, ce que je trouve assez incroyable, c'est que tu t'épargnes pas, enfin jamais quoi. C'est-à-dire que souvent, c'est pas vraiment de l'autofiction, il y a une part d'autofiction, mais quand des écrivains racontent leur vie, bon, ils la magnifient un peu, mais rares sont ceux qui entre guillemets la salissent. Et toi, tu n'hésites pas à parler de tes problèmes d'érection, à parler de tes problèmes de folie, de tes faiblesses, de choses comme ça. Et en même temps, de l'amour que tu portes aux femmes, aux chats, à ton chat. C'est déchirant. Enfin, moi, je préfère les chiens aux chats, mais j'ai eu des chats aussi. Je peux comprendre qu'on aime les chats. Mais je veux dire, il y a des pages comme ça qui sont... Et d'ailleurs, tu parlais de labyrinthe, tu le définis. Tu dis, ce livre raconte une de mes vies, celle où je me suis retrouvé dans un labyrinthe de malheur et comment j'en suis sorti. C'est aussi ton livre, lecteur, tu es passé par le labyrinthe. Tu as des formules comme ça, des fois, ça arrive à 2-3 moments dans le livre où tu apostrophes le lecteur. Bien sûr, et je trouve que c'est pas évident à faire dans les livres, et ça, c'est plutôt réussi. Et tu as aussi l'art de l'ellipse. Tu vas peut-être trouver cette phrase insignifiante, mais moi, je l'ai trouvée, ça m'a bien plu. Tu parles de Setsuko qui t'a quitté, que tu es célibataire, et je me persuade que je tomberai plus jamais à nouveau amoureux. En 2012, je tombe à nouveau amoureux, mais de la mauvaise personne. En 2017, je sors un livre dont je suis très heureux, mais mon père est très malade. En fait, ce que je trouve c'est le 2012, quoi. Pouf, t'en dis pas plus. On a compris, t'as pas envie d'en parler, mais en même temps, les femmes, j'allais dire, les femmes jalonnent ta vie. Enfin, c'est ce qui te...
J'essaie de te définir. D'abord, tu es indéfinissable, mais il y a les femmes, il y a ta famille, ton père, il y a tout ça. Et puis, il y a ton érudition et ta culture. Ceux qui te connaissent et qui te suivent sur les réseaux sociaux savent ton amour des séries télé, tout ce que tu as écrit là-dessus. Mais moi, ce qui parcourt tout le livre et ce que les gens vont découvrir, c'est les gnostiques, les 100 rois, les demi-urges. Donc, ce sont des vocables, ce sont des terminologies, ce sont des cultures qui sont étrangères à la plupart d'entre nous. Un peu moins maintenant pour t'avoir lu, mais moi, ça me donne envie d'aller là-dedans, quoi. Oui. Et ce sont... Je prends ces 3 vocables-là, mais parce que c'est partout présent dans le livre. Est-ce que tu peux expliquer ce que sont les gnostiques, les 100 rois, les demi-urges, et pourquoi, pour toi, ça te permet de décrypter le monde? Tout à fait. En fait, ça a été même une des rencontres principales de ma vie. Donc, je prends même un peu de temps pour expliquer dans quelles conditions j'ai découvert les textes de ceux qu'on a appelés les gnostiques. En fait, ceux qu'on a appelés les gnostiques, c'est, on va dire, pour le dire vite, c'est les opposants au christianisme commençant. C'est des figures anti-hiérarchiques. C'est des partageurs, hein. C'est des gens qui ne supportent pas le fait d'avoir anti-ecclésiastique, d'avoir créé une nouvelle église autour de la figure de Jésus, alors que Jésus avait quitté censément, en tout cas le judaïsme, pour justement sortir du religieux ou sortir de l'appartenance de type ecclésiastique, de la hiérarchie ecclésiastique. Et c'est comme ça qu'ils voyaient Jésus. Ils voyaient Jésus comme une figure de liberté, quelqu'un qui n'était pas un maître, qui n'était pas un seigneur. Et c'est ça, d'ailleurs, les paroles qu'ils lui font dire dans leur texte, c'est Jésus leur dit « je ne suis pas venu en seigneur, mais en soutien. Je suis votre frère en secret. » Et donc, c'est l'idée aussi... Il dit ça à ceux que tu appelles les gnostiques. Les gnostiques. Mais enfin, qui représentent une population de combien de personnes? C'est impossible de dire. C'était une minorité. Et en même temps, on pourrait dire... ça a complètement on est dans duré. Le début du christianisme. Tout début. C'est en même temps que naît le christianisme, naissent... Les gnostiques est un terme péjoratif, hein, qu'ont pris les chrétiens pour définir tout ce qui n'était pas leur église, leur groupe. Donc, ils les ont tous appelés gnostiques. On peut dire, pourquoi pas, mais gnostique, c'est un terme péjoratif qui vient de gnosis, connaissance, mais qui est utilisé de telle sorte que ça veut dire, ils se moquent de l'idée que ces mecs-là croient connaître. C'est les connaisseurs, c'est les snobinards, quoi, c'est les petits malins. Or, pendant longtemps, moi, je ne savais pas d'ailleurs quel nom leur donner, puisque eux, ce n'étaient pas appelés gnostiques, exactement d'ailleurs comme les cathares ne se sont pas appelés cathares. Cathare, c'est un terme de chrétien pour définir des gens qui se considéraient comme des chrétiens, en fait, hein, mais qui étaient, pareil, des partageurs, anti-hiérarchiques. Bref, je reviens à ce moment-là. Et ils ont écrit, ils ont donné leurs évangiles, c'est-à-dire qu'il y a l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie-Madeleine, des textes comme la Pistis Sophia, comme Discours du Sauveur. Ce sont des contre-évangiles en quelque sorte. Oui, tout à fait, et qui présentent, certaines paroles sont communes, c'est les évangiles, mais il y a des différences qui sont des différences majeures. La première, la principale en tout cas, c'est que Jésus ne se donne pas comme le Fils de Dieu, du Dieu du démiurge, mais en fait comme l'incarnation ou le prophète d'une autre divinité. C'est-à-dire où la forme divino-humaine, puisqu'il y a presque plus de différence, on pourrait dire, entre ce qui est divin et ce qui est humain dans la parole de Jésus. Mais c'est l'idée qu'il y a deux divinités différentes. L'idée même de religion est étrangère à Jésus quand on... Absolument, absolument. Même c'est même contraire. Et moi, j'en serais à dire, parce que j'ai vraiment beaucoup étudié ces textes-là, beaucoup étudié aussi les textes chrétiens pour savoir à qui j'avais affaire. Et je pourrais même dire que, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, les chrétiens sont les pires ennemis de Jésus. C'est vraiment les pires ennemis. Et le truc le plus simple pour le dire, c'est on rentre dans leur temple et qu'est-ce qu'on voit? On voit Jésus en train de souffrir, sur une croix, en train de... Mais tu imagines si, par exemple, tu es très amoureux de quelqu'un ou si tu as un très grand ami et que cette personne se fait écraser par une voiture. La photo que tu voudrais garder de lui, en souvenir chez toi, c'est la photo de lui écrasé par une voiture? Ben non, tu voudrais une image où il est bien. Ah, Jésus qui soit bien. D'ailleurs, une parenthèse, j'ai été à Lisieux relativement récemment et assez curieusement, il y a un Jésus décloué de la croix à Lisieux, dans l'église de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et je me suis posé la question, il faudrait que je demande à des spécialistes de Sainte-Thérèse de Lisieux si Sainte-Thérèse de Lisieux avait une vision de Jésus sortant de la croix, mais que genre
plus mal. Ça m'a plu. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là. Parce que là, enfin, on arrête de le persécuter. Donc, je pourrais dire ça. C'est un peu le premier anarchiste. Il y a aussi cette idée-là ou pas? Il y a complètement, oui, complètement cette idée-là. On peut vraiment lire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut lire avant tout l'idée que dans ce monde, tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, tout ce qui est de l'ordre du pouvoir sur autrui, et de l'ordre du mauvais dans la pensée de Jésus. Et oui, quand j'ai découvert tout ça, c'est comment tu l'appliques aujourd'hui, parce qu'on voit bien, les 100 rois, ce sont les gnostiques. Alors, c'est ça. C'est le terme que j'ai trouvé. Quand j'ai cherché comment les définir, j'ai vu que revenait souvent dans les textes des dits gnostiques une expression que Jésus a quand il leur parle en tant qu'individu. Il dit « vous qui êtes » Abasileus Généa. Abasileus Généa en grec, qui est en fait vous qui êtes la génération sans roi ou la race sans roi. Les hommes nés sans roi, on peut vous traduire aussi. Donc j'ai dit les sans rois, c'est plus simple. Sans roi, c'est-à-dire en fait sans seigneur. On pourrait dire, c'est anarchiste de dire sans roi. Dire j'ai pas de chef. Et pourquoi? Parce que pour eux, Dieu n'est pas un chef. Ils n'aiment pas un Dieu chef. Ils n'aiment pas cette espèce d'image du pouvoir qui est l'image du Dieu. Quand les gens disent qu'ils aiment Dieu, ils aiment quelqu'un qui leur tape dessus. Les sans-rois, ce qu'ils aiment, c'est le divin. C'est-à-dire de pouvoir, en fait, ressentir la puissance divine et presque, l'amour vis-à-vis de la beauté, les animaux, la nature. Toi, par ton enfance, est-ce que tu as été par moments croyant, chrétien, ou dès le départ tu as été... D'ailleurs, la question agnostique ou gnostique? Oui. Non, je pourrais dire... en tout cas, ce qui est compliqué, c'est que comme j'ai un grand-père... Par ma mère égyptienne, et enfin ma mère demi-égyptienne, grand-père égyptien, grand-mère... italienne en Égypte, blabla. Et j'ai été baptisé copte. Donc j'ai été baptisé copte orthodoxe. Mais je n'ai pas eu d'éducation religieuse du tout. Et mes parents sont des scientifiques à la base, sont des scientifiques avec et donc non Mais qu'est-ce qui t'amène vers les 100 rois et parce que c'est vraiment une passion, enfin c'est vraiment une volonté de savoir, de connaître et surtout tu en parles dans ce livre parce que tu as écrit un livre qui s'appelle Les 100 rois qui est sorti au PUF il y a un an à peu près. Oui. Mais c'est quelque chose qui revient tout le temps. Rois, c'est un livre sur pour vraiment qu'on comprenne l'histoire enfin, de ceux qu'on a appelés les gnostiques à travers le temps, avec aussi la forme qu'ont pris les cathares, etc. Et aussi comment on peut retrouver des éléments de leur pensée chez les kabbalistes, chez les juifs, chez les soufis, chez les musulmans, aussi chez les poètes du 19e siècle, et aussi dans la culture populaire. Parce qu'il y a une énorme influence des gnostiques dans la culture populaire. J'y suis arrivé par la culture populaire, je suis arrivé par Philip K. Dick et par les Beatles. Par John Lennon. C'est John Lennon qui m'a amené aux 100 rois. Oui. Parce qu'il en parle dans une des chansons, quoi. Non, en fait, il en parle dans des interviews et aussi dans un texte autobiographique. D'accord. En fait, c'est quand c'était Philippe Manœuvre qui m'avait appelé pour écrire dans un hors-série spécial John Lennon. Et en fait, pour moi, Manœuvre était tellement lié à Métal Hurlant, Manœuvre et Dionée, quoi. C'était vraiment encore la bibliothèque de mon père, là, mon enfance. Je me suis dit, je sais que Philippe K. Dick a eu un truc avec les Beatles. Ça m'intéresserait d'en savoir plus. Et si j'écrivais pour Rock et Folk un texte sur Dick et Lennon, pour le numéro spécial Lennon. Manœuvre enthousiaste, évidemment, parce qu'il adore Philip K. Dick et tout ça. Et puis moi, je commence à fouiller, et puis je me rends compte qu'il y a un truc qu'ils ont de commun, Philip K. Dick et John Lennon, c'est qu'ils disent qu'ils se reconnaissent dans les gnostiques, dans ceux qu'on a appelés les gnostiques. Ils disent peut-être que, en fait, c'est eux qui avaient raison, hein, et deux, peut-être que inconsciemment, nous avons été comme eux. Ils le disent dans des endroits très différents, mais ils disent la même chose. Lennon à plusieurs reprises, Dick à plusieurs reprises, après Dick va même faire son exégèse, qui va être éditée bien plus tard. J'ai découvert quand elle va être traduite par Hélène Colomb il y a quelques années. Encore, c'est un choix de ça. C'est les textes où il analyse toute sa vie. Je me suis beaucoup inspiré de Dick aussi là-dedans, qui analyse toute sa vie sous l'angle en fait de l'invasion divine. Qu'est-ce que la divinité essaie de me dire à travers ma vie, à travers mes romans et à travers les événements de ma vie. Et c'est sûr que Dick, ce qu'il cherche, c'est une divinité de type anarchiste ou de type je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, crypto-communiste. C'est ça aussi. Toi, aujourd'hui, tu es aujourd'hui agnostique, gnostique,
comment? Sans roi? T'es sans roi. Oui. Mais je veux dire, moi, je me suis toujours considéré comme agnostique plutôt qu'athée. Enfin, Oui, c'est-à-dire que oui. il existe quelque part quelque chose, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Oui. Oui. Et tu partages cette... Oui, Parce que tu parles mais- parles beaucoup de ça, mais en fait, Oui. tu ne dis pas, toi, où tu en es Ah. par rapport à ça. Bah, j'expérimente, on va dire. Je peux pas. Comment j'ai pas une. Je n'ai pas une connaissance de type doctrinal Ouais. de ce qui va nous attendre dans l'autre monde, évidemment. Donc, tout ce que je peux dire, c'est ce que je vois, ce que je comprends, ce que j'admets dans des textes, ce qui pour moi match ou matche pas, ce qui est logique. Ce qui est logique par rapport à des principes de vie. Il y a un autre, peut-être on en parlera aussi, mais il y a le demi-urge. Oui. L'idée du demi-urge, c'est-à-dire une sorte, je ne sais pas comment dieu le définir, un mauvais dieu ou Oui. un faux dieu. Oui. Mais c'est quelqu'un qu'on a à l'intérieur de nous Aussi. et qui nous donne toujours des mauvais conseils. Enfin, Il a une sentinelle à l'intérieur de nous. Oui, c'est à la fois le mauvais Dieu qui a créé ce monde mauvais. Ouais. Ce monde, en fait, c'est le démiurge et le Dieu qui a créé un monde où des hommes dominent d'autres hommes, où les hommes dominent les animaux, où, enfin, grosso modo, où le mal l'emporte presque toujours sur le bien. Ça, c'est le démiurge, vraiment. C'est l'image, en fait, que les 100 rois se faisaient de Dieu. Il n'est pas distinguable du Dieu des monothéistes, en fait. Hein. C'est ce qui énerve beaucoup les monothéistes, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'on parle de leur Dieu. C'est-à-dire un Dieu qui veut être adoré, un Dieu qui veut être craint, un Dieu qui veut être représenté. Dans le Coran, tu parles du Coran. Mais en fait, le truc, c'est que dans toutes les, on pourrait dire, non seulement dans toutes les religions du monde, mais dans toutes les pensées, tu pourras trouver des éléments qui sont des éléments qui renvoient à une forme hiérarchisante, une forme oppressive, une forme de pouvoir, et aussi des éléments qui vont dans un autre sens. Le Coran, en fait, de façon assez surprenante, est un texte qui, même s'il contient beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, contient aussi des choses qui vont dans un tout autre sens. Et ce qui va donner le soufisme. Mais parce que je les vois pas comme des... là où on trouve beaucoup de gnosticisme aussi, c'est dans le christianisme, curieusement. Leurs pires ennemis, ceux qui les ont exterminés, parce qu'ils les ont exterminés quand même, ils ont été exterminés, les textes ont été détruits, etc. C'est quand même une histoire vraiment lourde, l'histoire des 100 rois. Mais ils ont transmis quelque chose, même chez leurs pires ennemis, qui fait que dans l'histoire du christianisme, on va trouver énormément de choses qu'on pourrait dire être des traces de cette pensée-là. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que là, quand on t'entend parler, on pourrait croire que c'est une sorte de livre savant, enfin que tu parles. Mais Oui. en même temps, c'est une application que tu fais de tes connaissances à notre vie quotidienne, ou en tout cas, c'est des sortes. Si on dit que c'est un manuel c'est pas un manuel de savoir-vivre, c'est pas ça, non. J'ai du mal à le... Enfin, on l'a déjà défini. On va pas chercher à le définir davantage. Mais je voudrais, sur l'histoire de bonheur, là, tu dis, à un moment, j'avais noté cette phrase, « Ce qui nous arrive de bien est une évidence, ce qui nous arrive de mal fait événement. » Oui. Et tu en arrives à cette conclusion que je partage d'ailleurs, c'est que le bonheur, c'est du malheur transmuté. Oui. Ça jalonne. Enfin, tout le livre est là-dessus. Parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, à savoir que à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de bien, par exemple aujourd'hui, je suis content de te voir. Mais s'il m'arrive un truc pourri, avant ou après, je vais parler que de ça. Je vais toujours dire, putain, tu te rends compte, il m'a fait ci, il m'a fait ça, au lieu de penser aux trucs super que j'ai... T'es toujours comme ça maintenant? Non, j'essaie de changer. Oui, parce qu'en te lisant, ce qui est vachement bien, c'est que tu parles de tes changements. Alors, pour que les gens se rendent compte, les gens qui regardent l'émission, tu as des passages dans ce chapitre-là qui s'appelle « Le bonheur est un art de la guerre ». Tu cites beaucoup d'ailleurs Sun Tzu, les Chinois, etc. Oui. Il y a ces 10 lignes du début de chapitre que je voudrais lire parce que ça montre aussi ce qu'est ce livre. « Jeune homme, j'étais loin d'en savoir aussi long sur les choses de la vie. Au cœur de tous mes problèmes, il y a longtemps eu mon manque d'assurance envers les femmes. J'avais des troubles de l'érection. Lorsque j'étais en face d'une femme que je désirais, je perdais mes moyens. Je tremblais comme un gosse, je pleurais comme un veau, je suais comme un porc, je me morfondais comme un vieux. Ce que je ne comprenais pas du tout, c'est pourquoi, lorsqu'il n'était pas question de faire l'amour, je bandais comme un âne, et une fois au lit, prêt à y aller, mon sexe se rétractait, se faisait tout petit, comme s'il essayait de disparaître craintivement sous mes poils. Je dis pas ça pour, ni pour t'embarrasser, ni pour quoi que ce soit. Je rougis, c'est ça. Je rougis, c'est ça.
Non, t'as pas rougi. Non, mais je veux dire, d'abord, c'est formidablement écrit. En plus, il y a peu de gens qui s'exposent comme ça. Et tu décris, parce que là, t'es en situation de faiblesse, mais on sent bien enfin, tout homme est confronté à ces questions et tout, mais toi, tu y vas franco, et surtout, tu l'écris très bien. Et on a l'impression, là, mais il y a quand même une pudeur aussi, même si ça paraît impudique, il y a une pudeur. Et donc, sur l'amour, est-ce qu'aujourd'hui, tu en sais beaucoup plus qu'il y a 20 ans, ou c'est toujours le bordel? Avec tes cris. Est-ce que j'ai droit à un joker? Ouais, t'as droit à un joker. Je peux parler de ma vie intime quand elle est passée. Je peux pas parler de ma vie intime présente. On a l'impression que t'es toujours malheureux. Enfin, en tout cas, quand on te lit et on se dit, bon, faut peut-être appliquer ça à moi, à la vie de tout le monde. C'est-à-dire que quand t'es pas amoureux, t'es malheureux, ou tu n'arrives pas à la solitude. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, la solitude, c'est aussi une forme de bonheur. T'es pas obligé d'être tout le temps amoureux et d'être. Et justement, c'est parce que tu fais de l'amour ou de la personne aimée l'essentiel de ta vie, que quand ça se passe mal, tu te morfonds. Et on a l'impression en te lisant que quand même, avec le temps, tu as pris beaucoup de recul par rapport à ça. Oui, là on parle de... Là, c'est jeune homme. Hein, oui. Et c'est, Anastasia. Ouais, voilà, exactement. C'est mes toutes premières expériences. Et j'ai eu des premières expériences avec des problèmes d'impuissance hallucinantes qui fait que je suis allé voir mon premier psy. Je raconte ça. Il y a les... Eux aussi, je leur ai changé leur nom. Hein. Alors, c'est comme les gens... Alors, les psys, moi, je me suis marré. Il y en a 4 et je me suis dit, je l'ai souligné, j'aurais vraiment pas aimé être ton psy, quoi. Ah oui, parce que tu as dû les rendre, mais complètement. Le dernier a l'air un peu mieux que les 3 premiers. C'est une femme. Ouais. La dernière. Ouais, très bien. Mais d'ailleurs, je rentre pas, je fais pas de description et tout ça. Les autres, je décris un petit peu. Oui, on se dit, putain, il y a quand même des faisans, quoi. Mais parce que c'est à chaque fois c'était des moments. Dans ma vie, c'était presque, je dirais, c'est comme des cases. C'est aussi pareil, c'est comme un jeu de loi. Tu sais, tu passes par la case chaque fois. C'est comme si tu tombais dans le puits, tu sais. Tu passes par un événement, et parce qu'il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui font qu'à un moment je suis allé voir un psy. Le premier, c'était un truc vraiment de con, quoi. Mais c'est pas un truc de con, c'est un truc qui peut arriver à un jeune homme qui a j'ai eu des troubles de l'érection. J'étais complètement tellement tétanisé par les femmes que j'y arrivais pas du tout. C'était un cauchemar. Hein. C'est vraiment des trucs à vivre. Après, t'as migraine, des espèces de trucs, t'as mal. Je comprenais pas pourquoi je souffrais physiquement sur des trucs. Ça devenait dingue. J'étais complètement et donc je me suis dit, bon, ok, j'y vais, je vais voir ce psy. Et là, c'était vraiment comme un truc de jeu de loi. Tu arrives, tu as une case, tu vas à cette case-là, et là, il y a tout un décorum que j'essaye de reproduire, hein, j'essaye de réécrire, que je suis allé vérifier, je suis retourné au lieu où il est officier, qui est une rue avec des prostituées Elles vont t'aider à guérir. Havre, hein. Elles vont t'aider à guérir. Hein. à Havre-Comartin, c'est à rue Joubert. C'était un psy sur la rue Joubert. Et en fait, donc j'ai vraiment une vision qui est comme quasiment une figure fixe. Et en y retournant, j'ai vu que ça a tellement changé et que j'ai dû probablement la retravailler dans mes mémoires pour qu'elle ressemble véritablement à une espèce de figure énigmatique ou inquiétante presque. Et le deuxième psy où je vais, c'est beaucoup plus pour des choses beaucoup plus liées à des états seconds, des états visionnaires, des états mystiques. Oui, c'est les sorties du corps. Là, je pense que le spectateur du média à ce moment-là dit « j'en ai déjà assez entendu ». Non, pas comme. Parce que là c'est vrai que quand on en parle, les gens vont se dire mais putain, mais qui c'est ce barge? Et je peux t'assurer que tu es sans doute après être barge ou être fou et pas fou, ça n'a rien à voir. Mais c'est tout sauf ça, quoi. Parce que c'est d'abord un gros travail d'écrivain. Et t'as des phrases. La guerre de l'âme, par exemple. Là, je dis un chapitre, tu dis lorsqu'on écoute notre cœur, une fausse âme qui nous dicte des passions destructrices ou des interdictions mortifères. C'est ça le demi-jeu. Oui, cette fausse âme, oui, c'est ça, c'est l'âme adventiste. Alors ça, l'âme adventiste, t'en parle. Dans la notion de péché, il y a toujours la volonté de transformer les innocents en coupables. Dans celle de l'âme adventiste, il y a la volonté de rappeler aux hommes leur innocence originelle. Mais il y a aussi le fait que notre vie est une guerre de tous les instants pour que notre âme regagne la souveraineté sur ses actes. Il ne s'agit plus de souffrir et d'expier, il s'agit de vivre en conformité avec les principes. C'est ça, la guerre de l'âme. C'est un des principes fondamentaux, à la fois que m'ont appris les 100 rois,
et aussi mon expérience, à savoir qu'il n'y a rien de pire que d'être dans des systèmes de souffrance-expiation. Rien de pire. Et ça fait vraiment partie des choses qui fait que mon antipathie pour le christianisme n'a jamais cessé, ou en tout cas pour la religion organisée, pour voir aussi que les prêtres, en fait, gagnent leur espèce de mana ou leur pouvoir magnétique par les systèmes de souffrance-expiation dans lesquels rentrent les hommes. Ils font des conneries, après ils en souffrent, après ils expient. Au lieu de ça, l'idée complètement de dire, OK, blank state, tabula rasa, tu vires ça, tu sais que c'est des conneries, tout ça. C'est pas intéressant. Essaye de voir quels sont tes principes, quels sont tes actes, comment tu peux arriver à trouver un moyen de les faire se rencontrer. Et ça, c'est ça à quoi j'ai essayé de consacrer en tout cas une part de ma vie. Ça, je peux dire, en tout cas, franco, ça rend heureux. Ouais. Je ne peux pas dire que je sois devenu quelqu'un de heureux, mais je peux dire que ça rend heureux. Je vais te dire un truc, ton bouquin rend heureux. Quand je l'ai refermé, je me suis dit, j'ai appris des choses en te lisant, quoi. Et c'est un truc où en plus, tu le lâches pas, parce qu'il y a ces moments où tu parles de ton intimité. Il y a peut-être un côté, voyeur du lecteur qui se dit, mais jusqu'où il va aller. Tout ça, c'est assez passionnant. Mais surtout que ça n'est jamais exhibitionniste ou malsain, etc. C'est toujours fait avec beaucoup de générosité. Et donc, tu nous amènes, d'ailleurs, c'est aussi un livre, c'est ça qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que c'est aussi un livre très, très politique. Toute la fin du livre... on va la lire d'ailleurs, pas moi, mais toi. J'ai envie qu'on essaie de la lire et qu'on en fasse un petit module à la fin de l'émission pour que, que les gens comprennent ce que je veux dire par là. Parce qu'on doit se dire, mais c'est quoi ce bouquin ? Mais on a raison de se dire, c'est quoi ce bouquin ? Et ce bouquin, franchement, j'invite les gens à le lire. Tu disais aussi, j'avais noté ça, la sexualité, c'est un terrain extraordinaire de connaissances pour la guerre de l'âme. Oui, je le pense profondément. Tu peux expliquer un peu ce que tu entends par là ? C'est-à-dire que tout ce qu'on vit dans notre vie sexuelle, c'est pas indépendant de ce qu'on vit dans le reste de notre vie. Par contre, la pudeur, les relations humaines font que, évidemment, on ne va pas arriver le matin et le partager avec tout le monde. Mais c'est comme, on va dire, presque le laboratoire de ce que ça devrait être ça en tout cas, à la fois le laboratoire et à la fois l'apothéose de ce que devraient être nos relations humaines. Or, très souvent, elles rentrent en disjonction. Beaucoup de vies sont, doubles, avec une impossibilité d'arriver à faire converger à la fois la personne sociale et la personne privée, l'intime, le soi intime et le soi avec les autres. Et du coup, la sexualité, à ce moment-là, elle devient une espèce de lieu ou de transgression, ou de règlement de compte de tout ce qui n'a pas été réglé dans le reste du temps. C'est très complexe. Moi, ce que j'essaye, dans ma propre vie, en tout cas ce que j'ai essayé, c'est d'arriver à une cohérence. Et c'est ça que j'essaie de trouver. Une cohérence, et pour ça aussi qu'il y a tout un chapitre sur la question végétarienne et les animaux. Oui. Et parce que ça a été, on va dire, c'est un des rares chapitres où je m'en fous pas plein la gueule. Parce que dans la plupart, c'est surtout mes conneries. Oui, tu es végétarien depuis longtemps. Depuis... ça a été une évolution progressive. Mais en gros, le moment où j'ai arrêté la viande, le poisson, ça allait bien après, c'est juste après mon plus gros chagrin d'amour. Et mon plus gros chagrin d'amour, ce que j'ai appelé mon sicamour, qui est déjà quelque chose que le sicamour, tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, sicamour, c'est l'amour malade. Et le sicamour, c'est un terme qui est en fait un jeu de mots homophonique avec sycomore, qui est présent à l'époque de Shakespeare. Et donc, qui informe le théâtre de Shakespeare. Le sicamour, en fait, c'est comme ça que les Anglais appelaient... l'amour, quand on dit l'amour malade, on va dire que c'est un amour qui va à la fois contre nos principes éthiques, ou alors qui est pour quelqu'un avec qui on se combat sans arrêt. Il y a un truc où c'est un amour qui se transforme en guerre. Hein. Tous ces trucs-là, c'est ça le sicamour. Il y a plein de formes de sicamour. Mais j'en ai eu un gros dont je vous parle aussi. Et c'est au sortir de ce sicamour que j'ai décidé de cesser de manger de la viande. Là aussi, quel rapport ? Ben voilà, en fait, c'est comme un cadeau. C'est-à-dire que ça faisait partie des incohérences que j'avais dans ma vie, comme il y en a dans toute vie humaine. Et c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir comment on peut régler ces incohérences. Une de mes incohérences, c'est que je trouvais mal la souffrance qu'on faisait subir aux animaux, mais je mangeais de la viande parce que je trouvais ça bon. Et c'était en 2013, c'était après une année et demie
passer à souffrir comme un dingue dans une histoire d'amour que je trouvais en même temps contraire à mes principes parce qu'elle partait de quelque chose qui était inadéquat. Et de cette chose inadéquate, j'avais beaucoup souffert. Et au lieu d'être resté juste là et d'essayer juste de me consoler, je me suis dit, qu'est-ce qui serait le plus beau cadeau que je pourrais me faire ? Essayer de commencer à vivre selon mes principes, au moins sur une chose. Cette chose-là, finalement, était très accessible, elle était très simple. Il fait que j'arrête de manger un steak. C'était simple, c'était si simple. Et de ce simple fait-là, de dire, OK, je ne participe pas à la souffrance animale. À partir d'aujourd'hui, je commence à participer un petit peu moins à la souffrance animale sur la Terre. Ça m'a rendu incroyablement heureux. Et en fait, ça vient aussi avec l'idée que de ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend heureux, c'est pas ce qui vient de l'extérieur, c'est ce qu'on est capable de faire, nous, dans ce monde, qui marque une même micro-différence. Et c'est là où il y a peut-être quelque chose de politique. C'est que, grosso modo, ça aurait pu être autre chose, quelqu'un d'autre. Je veux dire, si vous êtes très, très malheureux, un engagement politique par rapport à une cause que vous semble juste, quelque chose où vous avez l'impression de faire la différence, c'est énorme. C'est quelque chose qui transforme vraiment le sens de votre vie. Je voudrais lire 3 lignes qui résument, pas l'affaire politique, mais cette question du bonheur. Tu dis, notre vie est une guerre contre cette âme infiltrée, l'âme adventiste, celle dont tu parlais, en nous qui ne cherche qu'à vampiriser notre puissance par le cynisme et vaporiser notre volonté par la dépression. Et si le bonheur est un art de la guerre, alors, comme toute authentique discipline artistique, cet art s'apprend. Donc toi, en fait, dans ce livre, tu essaies de nous apprendre le bonheur. En fait, je retrace... C'était un peu le challenge du bouquin. Mais c'était d'ailleurs, on en revient à la proposition initiale que vous m'aviez fait avec Ariane. En fait, ce livre, il fait suite d'une certaine façon à des textes que j'écrivais un peu à la diable sur Facebook, qui étaient des textes d'humeur, qui mélangeaient à la fois politique, événements privés, leçon de vie ou je sais pas quoi, ou auto-leçon de vie, ou genre quelque chose que j'ai... C'est un peu comme les enfants qui disent « j'ai appris quelque chose aujourd'hui, j'ai compris ça et ça ». Comme à la fin des épisodes de South Park, qui disent « you know what, I learned something today ». Et donc, ce truc-là, il y avait tout ça. Et en même temps, à partir du moment où j'ai dû en faire un livre et pas simplement un truc qui durait une page, ça a pris une autre forme. Et la forme que ça a pris, c'était à la fois une exploration propre à ma vie, mais dans le sens où ma vie, elle n'est pas différente de la vie de n'importe qui. Peut-être que je suis bizarre sur certains points, mais enfin, j'ai essayé de m'attacher à ce qui fait, on va dire, un tronc commun sur les questions liées à l'amour, la sexualité, l'amour, la crainte de la folie, la peine en amitié. C'est un chapitre aussi important pour moi, c'est la peine en amitié. C'est assez déchirant d'ailleurs quand tu racontes comment tes amis, tu n'as plus de contact avec eux, je ne sais plus. Oui, ceux dont je parle, voilà, les amis de Clermont-Ferrand. C'est fini, tu les oui. L'histoire triste, oui. Parce qu'ils te considèrent comme une sorte de gourou. Enfin, c'était l'histoire de mon premier groupe d'amis avec qui j'ai fait une revue, etc. Et c'était l'un d'entre eux surtout, mais bon, il y en avait plusieurs. Et en fait, ce truc-là s'est retrouvé souvent dans ma vie, le truc de gourou. Oui, c'est probablement l'insulte qu'on m'a dit le plus souvent. Pourquoi ? À mon avis, c'est simple. C'est parce que... T'as une grande barbe et des grands cheveux ? Oui, il y a un truc de look, il y a aussi un truc d'avoir un vocabulaire exotique en termes, avec des termes mystiques, tous ces trucs-là. Ah oui. Mais je pense que c'est les trucs liés au gnostique. Moi, je t'ai jamais vu comme un gourou. Mais moi non plus. Tu es quand même l'auteur de cette phrase que j'ai notée aussi, qui est page 47. Parce que tu es quelqu'un pour qui la vie est quand même... Tu es assoiffé de savoir et de connaissances, à la fois dans les séries, dans tout ça, mais dans les grands auteurs aussi. Et tu dis... Toute minute que nous accordons à Ruquier est une minute que nous prenons à Tolstoï. Oui. Et ça, c'est une belle... un slogan que j'ai envie de reprendre, que tu avais repris d'ailleurs dans Les Turbans Jaunes. Oui, tout à fait. La série qu'on avait... Ah oui. Il y a des choses communes, parce que... Quand on te lit et quand on te connaît, un peu sur Facebook, on retrouve plein de choses, mais c'est comme un condensé, une synthèse merveilleuse de tout ce qu'on peut approcher de toi, quoi. Il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a... j'aimerais qu'on en parle parce que c'est à la fois la question de la mort, enfin, et puis de ce truc où on va encore dire que t'es barré, mais moi-même, personnellement, ma grand-mère,
qui est morte il y a très longtemps. Il y a des matins où je me réveille, j'ai l'impression de lui avoir parlé et d'avoir pu la toucher. Ma mère est morte il y a 1 an. J'ai du mal à la retrouver au début dans mes rêves, mais c'était tout le temps dans mes rêves. C'est-à-dire que quand je suis éveillé, ça ne m'arrive pas. Toi, tu as cette particularité, me semble-t-il, et tu racontes à un moment donné que tu vois de tes yeux, c'est-à-dire que ce n'est pas une hallucination. Où c'en est une, c'est la question que je te pose. Tu vois, quand ton chat meurt ou quand ton père, je ne vais pas le lire parce que c'est trop déchirant. Mais Merci. Non, mais non, mais je veux dire, c'est quoi cette histoire de dingue? Beaucoup de gens, ça arrive à beaucoup de gens. À partir du moment où j'ai commencé à en parler, beaucoup de gens m'ont dit, mais moi aussi, ça m'est arrivé. Et beaucoup de gens ont remarqué ça. C'est de la métaphysique de comptoir. Hein. Mais les jours des enterrements, on voit apparaître le mort. Mais même, vous savez, vous avez ça. Mordia et Prieur, ils ont fait un film sur Artaud, les témoins d'Artaud. Ils ont tous vu Artaud le jour de son enterrement. C'était le type qui dirigeait le convoi qui amenait le cercueil. Au une sorte cimetière. D'hallucination collective. Oui, ils ont vu, ils ont dit, à un moment il s'est retourné, on a tous vu Artaud. Et sur le moment, on ne se l'est pas dit. On se l'est dit plus tard. Tu as remarqué quand même que le mec qui ressemblait à Artaud, il ne ressemblait pas à Artaud, c'était Artaud. Artaud conduisait son propre... Et on a ça très très souvent, ce type d'histoire est raconté. C'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu. Moi, je l'ai vécu, mais je ne suis vraiment pas le seul à avoir vécu, de voir... c'est même une expression pour rigoler. Les gens disent I see dead people. Comment tu dis c'est comment I see dead people. Je vois les morts. C'est devenu un mème. C'est un mème internet. Ils peuvent mettre une tête de mec avec I see dead people et c'est quasiment un truc parodique parce que beaucoup de gens voient les morts. Oui, pas comme si je dis que tu es aussi quelqu'un de très rationnel. Je me trompe ou... Non, je pense que je suis rationnel dans la plupart de mes... je suis rationnel dans ce qui nécessite du rationnel. Mais quand on parle de mystique, je suis pas rationnel. Mais comment tu expliques ces visions? Comment tu expliques... À un moment, tu dis que tous les morts nous habitent. Ça, je peux comprendre. On est tous habités par les morts. Vivons-nous. Ça, c'est des choses. Mais toi, tu les vois. Tu n'es pas médium, par exemple. La question du médium. Tu crois que les médiums, il existe des médiums qui ont des grandes forces? Oui, bien sûr. Ah oui, j'en ai pas de doute. Donc ça veut dire qu'il existe un monde parallèle. Il y a aussi beaucoup d'escrocs, j'en ai pas de doute non plus. Je dis pas que là c'est pas un truc pour dire aux gens chercher un médium tout de suite sur Internet. Mais je pense que c'est des puissances de vie qui sont réelles. Ça veut pas dire que les personnes qui s'en targuent sont toutes exactement comme. Je pense qu'on peut réussir une opération mathématique, mais que aussi on peut la rater et que quelqu'un peut dire je suis un grand mathématicien et être un escroc. Ça c'est possible. Mais oui. Non, mais j'essaie de retrouver une référence à ça, mais je tombe sur cette phrase. J'en suis là, mes courses errantes m'ont amené et me ramènent sans cesse. Les spectateurs, ils vont vraiment penser que je suis un allumé. Hein. Mais bon, c'est pas grave. J'assume. Mais être un allumé, non. C'est pas un livre d'allumé, c'est un livre... t'as la lumière quand même. T'as quelque chose, tu nous fais partager. Alors on peut... Tu vois, peut-être que des cons vont s'en moquer, tu vois, vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Lâchez-vous dans les coms, mec. C'est tout sauf du délire, quoi. À mesure que je creusais des trous dans le mur de plomb de la réalité, je réussirais à rétablir le contact avec elle. Tu parles d'âme errante, là. Tu parles de qui? Tu te souviens ou pas? La phrase d'avant, c'est Mare, Maria, Paco, Magdalena, je dois comprendre. Ah oui, bien sûr, oui. C'est lié à une séquence de vie très, très étrange qui était centrale pour moi après coup par rapport à la question de la Sophia ou la sagesse des gnostiques et des sans rois, qui est aussi la question de son âme, de la forme que prend son âme. Et en fait, c'était lié à un moment de vie très particulier où j'avais accompagné une amie d'amis qui cherchait l'endroit où elle était née.
là où elle était née, et c'était dans le quartier du Marais. À l'époque, je ne connaissais pas encore, c'est dans ma jeunesse, hein, c'est vraiment mes années de fin d'adolescence, jeune adulte, tout jeune adulte. Et donc, elle vivait plus à Paris, elle revient à Paris, cette amie me dit, est-ce que tu peux l'aider à retrouver cet endroit, elle voudrait retrouver l'endroit où elle est née, et elle se souvient progressivement, à mesure qu'on marche dans le Marais, de ici s'élevait le couvent des Enfants Rouges, Oui. et qui est en fait un lieu sur la rue du Temple, en fait un ancien hôpital d'enfants malades, et c'est juste à côté d'un square qui est le square du Temple. Et c'est en rentrant dans le square du Temple, après avoir vu cet endroit bizarre, où là, elle montre un espèce de rideau rouge en haut qui flotte quasiment. Enfin, c'est une séquence extrêmement étrange. Je suis retourné à cet endroit aussi, évidemment, quand je réécrivais. Et l'endroit est très, très, très étrange. De toute façon, passer ce porche, c'est-à-dire qu'il était très gardé, j'ai attendu longtemps que quelqu'un rentre et me laisse rentrer juste pour voir à l'extérieur. Toute la configuration de l'ancien couvent des Enfants Rouges, l'ancien hôpital couvent des Enfants Rouges, extrêmement bizarre. Et il y avait cette espèce d'étage avec un espèce de rideau rouge qui flottait au vent. Elle dit, ici vivait Maria Pacôme. Et en fait, Pacôme, c'est mon prénom. Donc là, elle se souvient qu'elle vivait à côté de Maria Pacôme. Et ensuite, on arrive au square. Il faut suivre cette histoire bizarre, hein. Et il y a une petite fille qui me saute dans les bras. Sa mère arrive, la reprend et elle dit, elle s'appelle Magdalena. Maria, Pacôme, Magdalena, Maria Magdalena, Marie-Madeleine. Bon, tout commence à tourner, à tourbillonner. Pour moi, c'est vraiment une espèce de moment où je me dis, il se passe quelque chose à ce moment-là, je ne sais pas quoi. Et l'interprétation ou le sens pour moi prendra beaucoup plus tard, en fait, à partir du moment où je comprendrai que ce qui est en jeu à ce moment-là, pour moi en tout cas, est d'essayer de mieux comprendre tout ce qui concerne la Sophia des 100 rois, la figure de Marie-Madeleine, Maria Magdalena, en tant que la compagne de Jésus, et donc toute la question de l'amour chez les 100 rois. Et que c'était comme une espèce comment dire, une échappée dans la vie, un espèce de moment, comme une séquence tourbillonnante. Mais ça, on peut, dans toutes les vies sont remplies de ça. Le type qui a fait ça, j'ai quand même des grands antécédents. Je ne peux pas prononcer leur nom sans trembler, mais c'est Gérard de Nerval ou André Breton. C'est exactement, c'est dans cette lignée-là que, en tout cas, j'ai essayé de relire aussi ce que c'est que le labyrinthe d'une vie. Breton quand il écrit Nadja, Nerval quand il écrit Aurélia, ces séquences qui traversent. Nerval, ça va l'amener à la folie. Breton, ça va amener Nadja à la folie. Parce que c'est des choses qui, si elles ne sont pas prises avec une espèce enfin, comment dire, quasiment une méthodologie, une froideur, ça rend dingue. Parce que justement, voir des signes partout, ça rend dingue. Tout ça n'est pas du tout indépendant de la possibilité de devenir fou, de toute façon. Parce qu'on commence à voir... Ça te fait peur, ça, aujourd'hui, un peu encore, un peu ou moins Beaucoup moins, beaucoup moins. Mais, comment dire, c'est une tentation qui est toujours là, à partir du moment où on commence à trop interpréter. Et ce que je pense, c'est que... Mais tu t'en gardes bien. Enfin, c'est pour ça que tu passes jamais de l'autre côté. Enfin, par moment, quand tu es hospitalisé, on a l'impression que tu es passé un peu de l'autre côté. Mais je trouve que ça résume assez bien ces 5 lignes que je me suis notées, parce que je les trouve belles, et en tout cas éclairantes. Tu dis, la réalité est subdivisée entre un monde matériel, qui est celui des corps et de leur pesanteur, un monde spirituel, ciel des idées qui n'est composé que de pensées et d'abstractions, et dans lesquelles reposent les principes de la manifestation. Et enfin, l'intermédiaire, un monde de l'âme que nous voyons dans nos rêves, que nous approchons dans l'art, que nous célébrons dans nos chants, et qui est le lieu même de la résurrection. C'est ça, c'est ça. C'est la question. Et nous, notre travail, c'est de travailler le monde de l'âme. Toujours de travailler le monde de l'âme. Nous, le travail de qui? Des écrivains ou des... Oui, des humains par rapport à eux-mêmes. Ah oui. On travaille, on creuse, on travaille notre monde de l'âme. En fait, l'idée, c'était aussi... c'est vraiment relié à ça. Parce que pendant une grande partie de ma vie, ce que tu disais étant des livres qui avaient un caractère un peu hermétique, comme les livres sur les séries télévisées. C'est Mascarade, non, tu veux parler de ça? Non. Non. mais peut-être que peut-être que tout est interrelié, donc c'est aussi, ça parle de Mascarade malgré tout. Mais tu disais, ces livres-là, c'était, je faisais l'exégèse d'œuvres que j'aimais, que ce soit Twin Peaks, Lost, etc., en prenant
pour ma part, la phrase de ce penseur musulman, mais qui est un penseur ésotérique, chiite, Ishraqiyoun incroyable, qui est Sohravardi. Sohravardi disait « Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi ». Et cette phrase m'avait vraiment marqué. Lis le Coran comme s'il n'avait été écrit que pour toi. Et j'avais donc lu Twin Peaks, ou lu, mettons, les Beatles, ou lu Nerval, que c'était que pour moi. Et là, c'est l'opération inverse. Je me suis dit, OK, il a raison sur Havardi. Mais est-ce que ça marche dans l'autre sens? Lis ta vie comme si c'était le Coran. Tu vois, lire notre vie comme si c'était un texte sacré, comme si c'était en fait le texte sacré qu'on possédait, qu'on avait tous, on portait tous sur nous une espèce de très grand enseignement qui a été inscrit à même notre chair, toute notre vie, et l'écriture continue d'un espèce de grand livre d'enseignement, un grand livre sacré qui est notre propre vie, qui est notre livre, qui est nous. Nous sommes notre propre livre. Et ce livre-là, c'est à la fois un livre sacré, mais c'est aussi un livre de stratégie. C'est aussi un livre de sagesse. C'est tout ça. C'est pour ça pour moi, ça renvoie aussi à une manière d'épurer la mémoire, de faire garder que vraiment les souvenirs fondamentaux. Et on peut les détacher des personnes avec qui on les a vécus. Et à la limite, c'est pour ça, moi, ça ne me dérange pas d'utiliser un prénom qui n'est pas cette personne-là, parce que peu importe finalement cette personne-là, elle a sa propre vie, elle continuera son chemin, et il est indépendant du mien, et tant mieux. Et elle n'a, comment dire, les autres ne sont pas les figurants de notre vie. Les gens qu'on rencontre, c'est une phrase qui est dans le film de Charlie Kaufman, King of New York, c'est tout homme considère qu'il est le premier rôle de sa vie. Et il a raison d'ailleurs. Hein. Oui, c'est normal. Et on a tendance à faire, si on commence à penser que les gens qu'on a rencontrés, c'est comme une sorte de personnage de notre vie, et on est le personnage principal, c'est vraiment, mais c'est d'une dégueulasserie sans nom. C'est encore une fois, on rejoue le jeu autoritaire, démiurgique de la hiérarchisation. Et donc, on est le Dieu qui juge les autres. Tandis que là, justement, le fait de les faire passer éventuellement sous une forme presque symbolique permettait de me réapproprier ce que je considérais comme mon petit herbier, en essayant de réduire, on va dire, la masse de la mémoire en une sorte de collection d'événements fondamentaux qui sont presque mon apprentissage, les étapes de mon apprentissage. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Alors, des fois, il y a des phrases, moi, tu vois, que j'ai encadrées parce que je trouve que c'est des perles. Enfin, il y en a une, là, que je voudrais dire, parce qu'elle m'aide à comprendre aussi ma manière de fonctionner. Tu écris « Nous sommes tous perdus. Et la seule façon de nous en sortir est de cesser d'attendre de l'autre quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. » Ça a l'air de rien, oui. Mais pour arriver à ça, il faut gamberger, quoi. Oui, et c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de vivre, soit dans l'amour ou dans l'amitié. C'est là aussi où il y a un truc... c'était important pour moi d'écrire un chapitre sur les déceptions d'amitié, mais aussi un chapitre sur... il y en a un qui s'appelle « Rencontre avec l'homme, celui que les autres voient en nous ». Qui est comme notre double en fait, notre double qui est le double construit par les autres, comprendre qui il est, comprendre en fait on se dit ce que les autres nous reprochent. En fait, ce qu'ils reprochent à cet homme-là, il existe au moins pour eux. Et c'est important d'aller un jour le rencontrer, d'essayer de comprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on lui reproche, pas pour s'accabler. Justement, dans cette histoire-là, l'idée, c'est de jamais rentrer dans un mode doloriste, de genre, oh, c'est ma faute, c'est horrible, machin, je suis une merde. Pour moi, c'est aussi mauvais que de s'enorgueillir. Il faut être neutre, il faut être avec soi comme, je sais pas, comme un espèce de... Entomologiste. Oui, exactement. S'observer avec une sorte de scientificité très difficile, je suis d'accord. Mais, alors, il y a des moments où on va être un peu plus léger, là, où tu parles de politique, et on en parlera tout à la fin du livre. Mais ça m'a fait marrer parce que tu parles... Alors, je te lis. Hein. La Chiraki et les Jospiniens ne m'inquiétaient pas. Ils ne m'étaient pas aimables, mais je ne les détestais pas. En gros, je m'en fichais. En ce sens, je dois quand même remercier toutes les âmes ravagées qui ont voté pour Sarkozy. Grâce à elles, j'ai été obligé de réfléchir politiquement. Avant, l'injustice de ce monde était beaucoup trop facilement tolérable pour moi. Ce monde, ça a toujours été l'enfer. Mais je ne voulais pas le voir et je n'y arrivais pas. Avec un démon au faciès ricaneur comme président, par contre, je n'y arrivais plus.
Je n'avais pas le choix. Je devais me coltiner la question de ma propre impuissance politique. Je devais me coltiner la question de mon indifférence précédente comme de ma frustration actuelle. Donc, tu as écrit ça de Sarkozy. Quoi. Oui. Et t'en es où par rapport à ça aujourd'hui ? Pire en pire. Non, mais c'est vrai que ça a été... je reconnais plus l'homme que j'ai été avant, sur certains points. Parce que c'est sûr T'étais que... du genre à t'en foutre, à te dire la politique ne m'intéresse pas. Oui, ça me faisait marrer, j'étais détaché, j'étais loin. Je me disais, ça, comment dire, je faisais partie des gens qui comme ils ne voyaient de la politique, on va dire, le reflet spectaculaire de la politique, d'une certaine façon. Je faisais partie de la classe privilégiée qui ne se prenait pas le réel dans la gueule tous les matins violemment. Je vivais dans ma bulle, dans comment on appelle ça, ma tour d'ivoire. Dans mon appartement que t'ont laissé tes parents. Aussi. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. C'est vraiment... j'ai un privilégié, quoi. Le petit enfant gâté à ce moment-là. Et donc, avec ses rêves d'écriture, ses groupes, ses amis artistes, tout ce truc-là. Et puis, il y a un moment où la politique te rattrape. Voilà, il y a Sarkozy qui arrive. Et là, le truc qui se passe, c'est que je commence à en rêver toutes les nuits. Donc, je raconte ce truc-là. Les cauchemars. Oh, les pauvres nuits, tu pas comme tiens. Mais j'en rêve vraiment toutes les nuits. C'est des espèces de rêves. Tu rêves plus de nana, plus rien, plus de... C'est Sarkozy. Ah oui, ça devient assez... Enfin, plus de nana. Ce qui était curieux quand même, c'était que le groupe, pour essayer d'empêcher Sarkozy d'arriver, était composé de Coco Girls. J'ai jamais vraiment bien compris ce détail des rêves. Mais c'était le révérend Père Martin et les Coco Girls. Mais c'était... Donc que Sarkozy t'amène à la... Tu te dis, il faut que je... Mais là, qu'est-ce que tu fais de politique ? Comment ta vie devient plus politique ? Et aujourd'hui, comment tu vis les Gilets jaunes, Macron et tout ça ? On est aux médias, je te pose oui, bien la sûr, question. c'est normal, évidemment. Disons que tout en restant, malgré tout, j'ai un pied dehors, c'est sûr. Mais je suis quand même, je suis de plus en plus. Je veux dire, il n'y a pas un jour. Avant, il pouvait se passer des semaines sans que je regarde les infos, etc. Maintenant, il n'y a pas un jour où je ne suis pas tout ça de très près, où j'écris à ce sujet, je transmets. Pourtant, tu dis qu'il faut boycotter la télé. Ah oui, c'est différent. Mais tu la regardes plus du tout ? Non, mais je regarde votre journal. Je dis pas ça parce que je suis aux médias, non, vraiment. Ouais, je regarde le journal de Théophile, de Théo et de Julien. D'accord. Mais voilà, puis il y en a d'autres, des médias sur Internet que je regarde. Je regarde Arrêt sur Image, Thinkerview, etc. On a sur Internet suffisamment de médias alternatifs pour ne pas avoir à regarder la télévision classique, qui pour moi, de toute façon, est une poubelle, un truc, mais comment dire, c'est même un démon, on ne donne pas ça. Mais on a trop d'humanité pour donner à manger un démon BFM TV. C'est infâme. Mais les quelques fois où je le vois, c'est quand je suis dans la famille ou chez des amis qui d'un coup ont la télé allumée, on ne sait pas pourquoi. Et donc, du coup, j'aperçois des morceaux de ce que c'est et je vois le chaos mental dans lequel ils sont. Pour moi, c'est un enfer total. La forme même, de toute façon, la forme que ça a pris est un enfer. Si on détaille, après, c'est fou. D'ailleurs, je te lis encore. On doit être libre de tout, sauf de faire des compromis avec notre vision. Ce que les amis que j'admire m'ont appris, c'est qu'on ne doit jamais cesser de lutter contre les sirènes du bénéfice personnel pour garder intacte notre éthique initiale. Et cette lutte nous définit. Et à la fin, tu dis ce que les grands artistes nous démontrent, à la fin du page 104, nous démontrent sans cesse, c'est qu'on gagne tout à être libre, à refuser le cynisme et la corruption, à travailler sans cesse à des projets qu'on nous prétend impossibles, à refuser les petits choix et les petits amours. Ce que les grands vivants nous montrent toujours, c'est qu'on ne gagne rien à se priver, ni à priver autrui de quoi que ce soit, et que la liberté est toujours la mélodie dont le chaos de la vie a besoin pour ne pas s'effondrer sous les constructions délétères du monde. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Merci. Non, alors je franchis quelques pages et je te lis encore parce que c'est... Et encore, vouloir n'est pas le bon terme. Ils ne savent plus aimer autrement. La souffrance, c'est comme une carte maudite tirée au jeu et qu'on veut remettre au plus vite en circulation. Mais ce qui nous revient sans cesse entre les mains,
En réalité, on ne peut pas en défaire en le refilant à quelqu'un. Rien ne sert d'essayer de s'en débarrasser. Il faut la brûler soi-même avec le feu de son âme, et c'est le travail de toute une vie. Tu parles de quoi, là ? En fait, là, je parle de la question de faire subir à autrui le mal qu'on a reçu pour ne plus s'en ressentir, et qui est une espèce de technique classique de vie qu'ont les gens, un truc qu'on peut voir dans toute vie d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui en a vraiment bavé va en faire baver un autre à son tour. La circulation des, parce que la loi des actions et des réactions réciproques, quelque chose qui a souvent été d'ailleurs traité par les Chinois, le fait de, ce qu'on appelle aussi quand on dit toute action a des conséquences. Et en fait, les actions qu'on reçoit sur soi-même, les souffrances qu'on subit, les traumatismes, etc., et la façon dont ensuite on va essayer de les refiler à quelqu'un d'autre, enfin de le faire passer, de le faire subir pour moins le ressentir. Et en fait, non seulement on perpétue le mal, ou en tout cas mais en fait on ne l'ôte que très très imparfaitement. C'est illusoire, c'est un bien illusoire qu'on se fait. C'est comme quand on est cruel. Sur le moment où on a l'impression quand on est en colère, par exemple, tu sais, on pousse une belle colère, on s'énerve contre quelqu'un. Ça y est, là, on sait qu'on lui a fait du mal. On se dit, mais bon, et en fait, c'est un espèce de truc, ce qui te remonte derrière, c'est encore pire. Et c'est l'idée que tous les trucs que tu as subis, les choses vraiment mauvaises, c'est des trucs que tu dois vraiment travailler en toi. C'est exactement comme l'histoire du malheur que tu transformes en bonheur. C'est vraiment toujours... De toute façon, c'est toujours un peu la même idée. Hein. Le livre est entièrement sur cette idée-là et je ne lâche pas cette idée-là. Mais il y a cette phrase qui revient tout le temps sur « on ne sait pas aimer ce qu'on aime » ou redis-la parce que tu la répètes tout le temps. Oui. En fait, le livre, à un moment, j'ai commencé à vraiment le construire à partir du moment où j'ai pensé on doit aimer ce qu'on aime. Et en fait, on passe tellement de temps à aimer, ne pas aimer ce qu'on n'aime pas. On passe plus de temps à ne pas aimer ce qu'on n'aime pas qu'à aimer ce qu'on aime. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire, si je dois le dire, ça a l'air un peu bizarre. En gros, ne pas aimer ce qu'on n'aime pas, c'est, par exemple, mettons, on a parlé tout à l'heure de BFM TV. Si on avait parlé pendant 1 heure de BFM TV et 5 minutes du bonheur, ça m'aurait vraiment déplu. Non, mais je partage complètement cette idée. Et cette phrase m'a beaucoup... Enfin, j'essaie d'appliquer... À part le végétarisme, j'en suis encore pas là, mais je me pose pas mal de questions. Enfin bon, il y a beaucoup de choses que je partage avec toi, qui me parlent beaucoup, quoi. Et par exemple, quand tu dis « Mon cœur ressemble à une maison de campagne délabrée sous l'orage, pendant que je répare la fenêtre du salon, la chambre à coucher prend la pluie, et pendant que je retape l'escalier, un éclair détruit la toiture. Je veux être heureux, et pour cela, j'essaie d'améliorer mes relations avec les autres, mais soudain, je sens un poids de 1000 atmosphères qui pèsent dans mon crâne. J'essaie d'apaiser mes angoisses et me concentre sur une idée positive, consolatrice, mais mes paroles deviennent superficielles, sentimentales, voire carrément débiles, et elles produisent l'exa inverse de ce que je voulais obtenir. Je me retrouve pris d'insomnie, de scénettes obsessionnelles, etc. etc. Mais ça t'arrive toujours ou tu t'es guéri de ça ? Ça m'arrive moi en tout cas. Hein. Oui. Non, mais il y a beaucoup de choses en fait. Si on les retraverse, j'ai l'impression que la plupart ne sont plus en moi aujourd'hui en tout cas. Est-ce que ce livre, ça t'a aidé toi aussi ? Parce que ça nous aide à le lire, mais toi, est-ce que ça t'a... Ah oui, bien sûr. Parce qu'une fois que je suis repassé par chacun de ces points, il y avait plein de choses où je me disais, je reviens ici, mais je pense que c'est un peu la dernière fois que je viens. Donc je fais un au revoir aussi à un problème dans ma vie. Quand tu repasses par le labyrinthe ? Oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est pas d'être complaisant avec ça, c'est justement de brûler chacune des choses qui t'a fait souffrir. Chaque fois que tu vas retourner à cet endroit-là, tu vois ce qu'elle t'a appris, tu dis merci, c'est bien en fait. Et du coup, j'ai plus besoin que tu restes, souffrance. Donc tu t'en vas. Mais il faut vraiment l'avoir saisi, quoi. Quasiment construire un temple. Ça, c'est un truc aussi qui revient, qui est de, grosso modo, on est tellement obsédé par ce dont on a mal. Je dis ça en plaisantant, en même temps, je le pense sérieusement. Tu as une dent carriée, tu as une rage de dents, ça prend toute la place, quoi. Tu peux avoir tous les plaisirs du monde, toutes les joies, toutes les bonnes nouvelles, mais tu as cette rage de dents. Cette rage de dents, elle est plus importante que tout ce qui peut t'arriver. C'est pourtant une petite rage de dents. Alors, à ce moment-là, construis un temple à ta rage de dents. Vraiment, c'est un dieu, cette rage de dents.
Et un de tes projets, c'est de ne pas devenir fou. Donc, et il y a une phrase que j'aime bien. Vraiment ne pas devenir fou. Si tu veux, oui, partage le verre d'eau. Ah, merci. Il y a une phrase que j'aime bien. Enfin, t'as l'air de rien. C'est la petite phrase qui vient. Tu parles des borderline qui pourraient basculer et qui souvent, à deux doigts, enfin, tu parles de la folie. Et tu dis, s'abandonner à la folie, c'est plier devant l'ennemi. C'est donner raison aux demi-urges et à l'ordre pourri du monde qui ne fera plus qu'une bouchée de nous. Oui, c'est ça. Ça, c'est un truc... Mais on sent que c'est du vécu, enfin, que t'étais libre. En plus, après, il y a aussi tous les fous que j'ai connus. Mais il y en a certains dans le bouquin. J'en parle de quelques-uns. Mais c'est surtout que le fait que les grands génies qu'on aime pour leur folie, c'est pas leur folie, leur génie. Et je pense que c'est pas leur faire un cadeau d'aimer leur folie. Je parle de Nerval, Artaud, Nietzsche, toutes ces grandes figures qu'on aime tant. Et qui ont eu maille à partir avec la folie Van Gogh. Mais c'est pas... La folie, en fait, c'est le moment où ce qu'il y a de pourri dans ce monde a réussi à les coincer. Dire, OK, mais t'es coincé, ça y est. Nietzsche, ça se voit particulièrement chez Nietzsche. C'est vraiment le moment de ce qu'on appelle la folie de Nietzsche. Si vraiment il a été fou, si c'est pas un masque qu'il a pris parce qu'il ne supportait pas la vie qu'il avait à vivre. C'est vraiment ça, c'est questionnable. D'ailleurs, toute folie est questionnable. Il y a plein de gens qui disent ça, de Hölderlin, de tout ça, qui se sont toujours posé la question, est-ce qu'il est vraiment fou ? Est-ce qu'à ce moment-là, il se moque de moi ? Ou est-ce qu'il est vraiment fou ? Ou toujours cette espèce de doute. Et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi quelque chose comme le moment de la folie, c'est le moment où finalement, ce qu'il y a de décisif dans ce que tu as à dire au monde le monde peut s'épargner la peine d'avoir à le prendre au sérieux. Et on peut dire, il est génial, mais c'était un fou, donc sa vérité n'est pas une vérité, c'est la parole du fou. C'est la parole géniale, poétique, impossible du fou. Et donc, où ça devient de l'utopie, où ça devient du cauchemar, où ça devient de la paranoïa, etc. Mais c'est plus... Le monde peut, à ce moment-là, qui avait été démasqué pendant un instant, peut à ce moment-là dire « Non, j'étais pas démasqué, en fait ». Il a déconné, et il remet son masque, et puis ce qui va pas peut recommencer. Mais alors que ce qui est vraiment, à mon avis, totalement décisif dans leurs gestes, dans leur poétique, dans leur vision, c'est ce qu'elle contient de vérité, pas de folie. Et je pense qu'il y a une distinction entre les deux, même si, dans toute vérité prononcée, il y a toujours un moment où on a l'impression que le simple fait de l'avoir prononcée la rend presque tellement dingue qu'elle va nous rendre dingue à notre tour. C'est le moment où on est le plus près du truc qu'on peut être pris. Et il faut vraiment faire gaffe. C'est comme un équilibre. On doit être à l'équilibre. Alors, on arrive vers la fin du livre. Je crois que c'est au moment où ton chat, ton incroyable chat, enfin où tu peux plus vivre pendant l'agonie de ce chat, c'est très déchirant ce passage-là, et qui nous prépare d'ailleurs à la mort de ton père, parce qu'on vit avec toi à ce moment-là, et donc tu parles c'est intéressant parce que tu parles de la résurrection dans la vie, et tu dis que c'est un changement d'état qui passe par la compréhension symbolique des événements de ce monde, l'exégèse de la vie, l'exégèse de l'âme, et cette exégèse s'accompagne d'une transmutation des réalités d'en bas, de sorte qu'elle cesse de nous plomber. Cette exégèse se nourrit de la crasse qu'on lui a donnée, et elle en fait de l'or. C'est là où on a aussi une nouvelle explication du titre. Et tu reparles de la résurrection, de la résurrection dans la vie, et tu reparles des 100 rois. Oui. Et tu parles de la mort de Hume, et tu en arrives à ces quelques lignes. La mort n'a plus d'emprise sur celui-ci, qui, par cette pratique, est ressuscité de son vivant. Le moment de la mort, c'est seulement celui du passage, un changement d'état. Les murs de la réalité s'effondrent et on passe dans une réalité plus vaste et plus complexe. Mais c'est encore le labyrinthe. Ouais. En fait, ceux qu'on a appelés les gnostiques, donc les 100 rois, ont beaucoup insisté dans leur texte sur l'idée que la résurrection, ce n'est pas un événement qui se passe après la mort, mais avant la mort. Ça, c'est surtout dans un évangile qui s'appelle l'évangile de Philippe. Ça, c'est vraiment une grande différence avec les chrétiens qui placent la résurrection après la mort. Chez les gnostiques, en fait... C'est-à-dire qu'avant, quand on est au moment de disparaître, avant son dernier souffle... Ah non, mais bien avant. Mais un moment dans ta vie,
tu as ce moment qui est la résurrection dans la vie, mais ça peut être maintenant. Tu dois ressusciter de ton vivant, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois, de ton vivant, acquérir une conscience de la vie qui fait que la différence entre la vie et la mort s'estompe. On va dire qu'il y a une forme d'indifférence au fait que tu puisses partir maintenant ou demain. Et donc, tu es comme dans un espèce d'état. Ça veut dire que tu acceptes la mort à ce moment-là? Tu l'acceptes pour toi, en tout cas. Tu l'acceptes pour toi. Tu en fais l'expérience, tu l'acceptes, tu la dépasses presque, et tu peux vivre dans la vie comme ressuscité dans cette vie. Attends, Pierre Lacombe, je t'arrête. Est-ce que ça veut dire que toi, tu n'as plus peur de mourir? Je le crois, je peux me tromper. Non, mais j'en sais rien. J'en sais rien. J'ai pas été assez. J'aimerais plus avoir peur, mais j'ai pas été assez confronté à l'imminence de ma propre disparition pour pouvoir te répondre. C'est-à-dire qu'il faudrait que là, au sortir de l'émission, il y a un mec qui m'attrape dans la rue, qui me mette un couteau sur... Et on verrait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la racontent, qui disent « Non, moi, j'ai pas peur de mourir. » Et puis, mais par exemple, sur la question de l'enveloppe corporelle, de la crémation ou pas, tu as des questions qui te préoccupent quand on réfléchit à ça, parce que tu parles de résurrection. Oui, tout à fait. Non, mais la résurrection, c'est une résurrection qui ne dépend pas du corps, non, puisque déjà elle est de son vivant, c'est-à-dire que d'une certaine façon, en fait, comment dire, de toute façon, à part les chrétiens, il n'y a personne sur Terre qui en a quelque chose à foutre de ressusciter avec son corps. Comme ils pensent tous qu'on va dans une autre manifestation, notre état de manifestation, ils pensent bien que l'âme a d'autres manières de s'exprimer que le corps. Il n'y a que les chrétiens et on pourrait dire presque que les catholiques qui ont été obsédés par l'idée de ressusciter dans son propre corps, physiquement, comme ça, avec le truc matériel. Ils sont tellement obsédés par le truc matériel, mais à mon avis, qu'il y a un truc niqué dans leur tête. L'idée de résurrection de son vivant, c'est un état, en fait, c'est un état qu'on acquiert, on pourrait dire c'est un état... on pourrait dire indifférence, si indifférence, ça ne voulait pas dire... Si dans l'indifférence, il n'y avait aucune espèce de mépris. Tu sais, c'est comme le truc de Krishnamurti, le « I don't care » de Krishnamurti. Tu peux expliquer, parce que les gens qui connaissent pas... Krishnamurti, c'est un penseur indien, qui en fait avait été récupéré jeune enfant alors qu'il était sur la plage avec son frère par des fous furieux qu'on les appelait la société théosophique, des occultistes bien barrés. Ils avaient pris ce jeune enfant qui était probablement extraordinaire déjà, mais qui ne demandait pas ça pour sa vie, parce qu'ils espéraient en faire leur messie. Et donc ils l'ont gardé chez eux, caché du monde, en le préparant pour qu'à 18 ans, ils sortent et ils disent la religion théosophique va être la religion universelle, blablabla. Quand il est sorti, il leur a dit, il a fait une espèce de gigantesque fuck you au monde, incroyable, c'est-à-dire qu'il est venu, il a dit bon, en fait, non, je ne vais pas être le Messie, il n'y a pas du tout besoin de Messie. Et en gros, il a dit, vous vous débrouillez par vous-même. Et il est devenu une sorte de penseur libre. Et universellement connu. Se libérer du connu. Ouais. Moi, un livre que j'ai le plus offert, c'est le livre que j'ai le plus offert dans ma vie à mes copains ou mes copines dépressives en train de se séparer. Il y a toujours des moments quand la jalousie s'empare de toi, etc. C'est de l'amour et de la solitude. Ah oui, très très beau, magnifique. Krishnamurti, c'est vraiment... Oui, c'est un grand libérateur. Et une chose qu'il dit, à un moment, il a dit, vous voulez savoir mon secret? Mon secret, c'est que je m'en fiche. Et ça, c'est parfait. My secret is I don't care. C'est parfait si on enlève à ça toute connotation péjorative. C'est-à-dire, si on a... En fait, il faudrait trouver un terme pour ça qui serait à la fois, on fait tout ce qu'on peut pour aider à ce que ce monde soit moins mauvais. On offre ce qu'on peut offrir de mieux, et à la fois, si le monde doit disparaître demain, ok, c'est ce que vous voulez, ok. D'ailleurs, quand on te connaît, quand tu parles des séries télé, en fait, tu as toujours un regard, tu les interprètes toujours, que ce soit Twin Peaks, Lost ou même Buffy, qui sont des séries que tu vénères, enfin, entre guillemets. J'aime beaucoup. T'aimes beaucoup. C'est aussi le rapport à la mort, on est toujours dans des mondes intermédiaires. Tout à fait. Et tu as une lecture très originale de ça. Et en fait, finalement, beaucoup de scénaristes qui ont écrit ces histoires, finalement, partagent la même vision que toi dans ce livre. Alors ça, je ne sais pas, parce que je ne pourrais pas parler pour eux. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que le monde qu'ils montrent
et un monde que je trouve cohérent. Je trouve sensiblement cohérent. Et si j'ai un truc, pourquoi à un moment je me suis vraiment attardé beaucoup sur les séries télévisées, en même temps je pourrais ne plus jamais parler de séries télévisées et c'est pas grave. Pareil d'ailleurs, la musique pop, à un moment j'ai cessé complètement d'écrire sur la pop musique, j'ai pas écrit sur la pop musique pendant 10 ans, Ouais, je sais, ouais. et ça n'avait aucune importance. Je veux dire, j'étais heureux de le faire quand je le faisais, j'étais heureux de ne pas le faire quand je le faisais pas. Et j'ai fait sur les séries télévisées parce qu'il y avait beaucoup de séries télévisées que je trouvais particulièrement passionnantes qui passaient, et en même temps qui, comme elles exigeaient quasiment d'elles-mêmes, comment dire, un accompagnement dans le sens où elle posait plein de questions, que les gens étaient toujours en train de dire j'essaye de comprendre. Moi aussi j'essayais de comprendre, ça me passionnait. Je me suis dit on va commencer à essayer de voir ce qu'elles veulent nous raconter. Elles voulaient nous raconter des choses sur notre réalité, sur notre monde. Souvent elles avaient un caractère prophétique, un caractère politique puissant. Une toute récente dont on peut dire ça complètement, c'est Watchmen. Le Watchmen qui est terminé il y a un mois, Watchmen de Lindelof, un truc assez extraordinaire au niveau politique, assez passionnant. Non, je vais regarder Watchmen. Encore 2 mots. Si tu veux, t'es pas obligé. Non, mais souvent j'ai. C'est comme Krishnamurti, I don't care. Krishnamurti, après, on ne fait pas une émission sur Krishnamurti, mais j'ai découvert des choses sur sa vie, son rapport à la sexualité, qui ne sont pas tout très clean, quoi. Ah, c'est possible, ça je ne connais pas sa vie. Mais bon, après, il faut étudier ça. Non, je voulais te parler du docteur Klosowski pour finir, parce que si on a une... Alors, je me suis... Oui. Alors c'est pas son vrai nom, hein, évidemment. Je me suis dit, là, tu te prends la diffamation de ta vie, mais quand même, cette femme inhumaine qui, compte tenu de tout ce que tu dis, de tes croyances, de ce que ton père t'a apporté, on peut en parler d'ailleurs, parce que tout le dernier chapitre sur l'écologie, c'est presque ton père qui te dicte... C'est presque lui qui l'a dicté, qui l'a écrit. Il était précurseur, enfin il était... En tout cas, il était suffisamment... on va dire conscient de toutes ces questions-là pour être un lecteur de premier départ de La Gueule ouverte. En fait, d'ailleurs, Pierre Fournier, c'est ça. En fait, d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui écoutent le média qui connaissent ça. S'ils ne connaissent pas, ça va les intéresser. Fournier, c'est vraiment une figure clé. Donc, c'est un membre d'Harakiri, un peu différent des autres, qui a fait ses dessins et textes où en fait il était très au taquet sur toutes les questions liées à l'écologie et on va dire la destruction du monde, destruction politique et écologique du monde, aussi la question de comment dire par rapport à la nourriture, le bio, enfin tous ces trucs-là, c'était en avance sur tout ça. Il y a quoi, il y a 30 ans? Ah bah c'était les années 60. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je dis 30 ans? 50 ans. Et il a fait la première grande manifestation écologique en France. Il l'a organisée avec Harakiri. C'était une manifestation contre la centrale du budget. Là, à ce moment-là en tout cas, je ne lui ai pas demandé ça, mais en tout cas, il était un... je sais pas, j'imagine, je n'en sais rien. Je sais qu'il avait tout ce qui concernait ces questions-là. Et c'est des choses que j'ai vues très tôt quand j'étais... Je te parle de cette Klosowski, parce que quand il est à l'hôpital en train de mourir, elle ne veut pas que vous le laissiez partir. Oui, tout à fait. Et là, tu as une bataille, enfin, tu le racontes, on la déteste, triste, cette femme. On a envie de lui arracher le cœur. Ouais, moi, j'avais envie aussi, et du coup, je ne sais pas comment je serais aujourd'hui si je la revoyais. Oui, ça me rendait vraiment malade qu'elle arrive à se faire autant détester de moi. Je n'avais pas du tout envie de la détester autant. Donc c'est assez... Je parle de ton père parce que dans le passage que tu vas lire sur la fin des oiseaux et tout, c'est un peu lui qui le dicte. C'est-à-dire que la dernière conversation que j'ai eue avec mon père, on peut dire la grande conversation que j'ai eue avec lui, il y a eu des petites conversations, c'était sur la question de la disparition des oiseaux. Alors... Et c'est très particulier. Mon père était déjà... je ne sais pas combien de jours de passer de l'autre côté, mais pas plus beaucoup. Il faudrait que je le voie rétroactivement, je remonte pour me souvenir quand, mais c'était vraiment dans les derniers temps. Et on a eu tous les deux, en tout cas celle où ma mère n'était pas présente et tout ça, on était tous les deux ensemble et on parlait pendant longtemps sur la question de la disparition des oiseaux. Parce que c'était des choses C'était il y a combien de temps? Il y a 10 ans? Ah non, c'était il y a... 2015. Non, beaucoup plus proche. C'était il y a 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a 2 ans maintenant, quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. Et donc moi, je me suis... je l'ai pris vraiment à la lettre. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de disparition des oiseaux? Parce qu'en effet, on en parle beaucoup de la disparition des oiseaux, et en effet, c'est un phénomène macroscopique de notre époque, en dehors de la disparition de la biodiversité. Et là, pendant qu'on parle, on a l'Australie qui brûle.
Et on a déjà un demi-milliard d'animaux qui sont péris dans les flammes, parmi lesquels des espèces qui vont disparaître intégralement. Elles passent carrément de l'autre côté. On ne les verra plus. Peut-être que les koalas ne survivront pas à ça, ou pas longtemps. Et c'est fou d'imaginer qu'il y ait des pans entiers de la réalité qui disparaissent sous nos yeux. Et les oiseaux, il y a des espèces entières qui disparaissent chaque année, grand nombre, dont certaines que nous, on a vues quand on était petits, qu'on a pu croiser, etc. Et on sait, en fait, cet oiseau-là, il n'est plus là. Et bon, comme j'articule ensemble peut-être des choses qui ne sont pas forcément immédiatement communes. Oui, enfin disons que moi, ce que ça m'a fait penser, c'est un grand texte soufi, qui est le texte de Faridoun Attar, Le langage des oiseaux, où il y a des oiseaux dans une terre totalement chaotique. C'est un texte où les oiseaux sont les personnages principaux. Les oiseaux se rendent compte que le monde est en train de se détruire, et ils disent où est le chef de ce monde, où est le Simorgue. C'est un texte persan, hein. Donc le Simorgue est anti-islamique, c'est une divinité persane, c'est un grand oiseau. Le Simorgue, l'oiseau Simorgue, où est le Simorgue? Et en fait, le Simorgue n'est plus là. Et il y a une plume qui tombe au milieu du pays en guerre. Et le plume montre que l'oiseau Simorgue est quelque part. Ils comprennent qu'ils doivent aller le chercher sur une île très très loin. Une île très proche de l'île comme Lost et tout ça. Une espèce d'île déserte qui est à la frontière de ce monde et de l'autre monde. Donc il y a toute l'histoire où ils vont chercher le Simorgue. Je ne veux pas vous raconter en détail, c'est pour d'autres gens. On Personne le ferait série, mieux. là, Voilà, personne ferait mieux. Moi, j'ai pensé, les oiseaux qui disparaissent, et les oiseaux se barrent sur l'île et nous laissent, nous démerder. Mais si les oiseaux se barrent sur l'île... Hein? C'est pas ce qui nous arrive en ce moment. Non. C'est pas ce qui leur arrive. Oui, mais c'est cette image-là. Les oiseaux disparaissent, ça veut dire aussi que comme quelque chose qui fait que ce monde peut tenir comme une réalité à la fois matérielle et spirituelle disparaît. Parce que l'oiseau aussi, c'est l'intermédiaire. Souvent, il est considéré comme l'intermédiaire quand on parle du langage des oiseaux dans l'alchimie. C'est le langage des oiseaux, c'est le langage diplomatique, c'est la langue secrète. Mais la langue secrète aussi, c'est celle qui fait qu'un humain accède à un savoir qui n'est pas humain. Il parle le langage des oiseaux, il parle le langage des êtres célestes, il parle le langage des âmes. Et la disparition des oiseaux, c'est la disparition aussi c'est-à-dire que la Terre devient intégralement ténébreuse. Mais l'image qu'on a de l'Australie, c'est aussi une image d'une Terre qui devient intégralement ténébreuse, qui se détruit comme ça. Donc toutes ces images terribles, c'est ces images-là que je partageais avec mon père à ce moment-là, qui fait que après, évidemment, s'il y avait une suite à ça, enfin, comme un travail de deuil commencé, c'était de prendre ce questionnement qui était le sien et d'aller le mener, moi, à mon tour. Et qui était un questionnement écologique, mais aussi un questionnement politique. Tu savais en démarrant, tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, que tu parlerais de ton père, ou c'est venu au fil de l'écriture? Je savais, à partir du moment où j'ai décidé que ce livre était un livre, comme vous me l'aviez demandé avec Ariane, grosso modo, comme un art de vivre, comme un art de bonheur, que j'allais devoir retraverser tous mes plus grands malheurs. À partir du moment où tu sais que tu vas devoir retraverser tes plus grands malheurs, tu sais que tu vas aussi retraverser et affronter quelque chose comme les deuils qui ont jalonné ta vie, tout autant que les ruptures amoureuses, les déceptions professionnelles, l'impuissance politique, ou des choses comme ça. Alors, ça me permet de conclure avant que tu lises un petit peu, parce que je voudrais vraiment que les gens qui nous regardent comprennent, et c'est en le lisant, je pense qu'ils vont comprendre ta science de l'écriture, et en plus tu l'incarnes tellement que, me semble-t-il, c'est important que tu lises quelques pages. Mais avant, je voudrais conclure pour que sur un peu qui pour moi est une sorte de chute, quoi. Ce que tu dis, tu le dis d'ailleurs, tu le sais, lecteur, c'est pourquoi ce livre est aussi le tien. Nos souffrances n'ont aucune valeur si nous ne leur en donnons pas. Et tu dis... Oui, ça c'est central. C'est-à-dire, et c'est central même par rapport au rapport même que, on va dire, les 100 rois ou les gnostiques ont vis-à-vis de ce qui est divin ou de la divinité. C'est quelque chose qui, comment dire, ils participent, eux, de sa constitution. C'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous est donné, c'est quelque chose que nous, on pourrait dire, nous créons ou nous contribuons à créer.
Donc les souffrances n'ont pas de sens si nous ne leur en donnons pas, si nous ne leur attribuons pas. Ça veut dire que de toute façon, même l'éthique, c'est quelque chose qu'on doit créer de nos propres mains. Et c'est ça d'ailleurs la condition du bonheur. Sinon, on ne serait pas heureux si on ne l'avait pas fait nous-mêmes. Il y a une phrase que j'ai retenue, tu dis nous sommes les magiciens de nos vies. Oui. Oui. Et juste avant, tu donnes cette explication, et je voudrais finir là-dessus avant de te poser une dernière question. Oui. Tu dis « La vie de chaque personne est comme le commentaire, la traduction ou l'interprétation singulière qu'elle a voulu donner à cette chose commune à tous, la vie. Et de même que nous pouvons lire chaque vie comme un commentaire sur la vie, de même nous devons faire de la nôtre la plus juste expression de notre point de vue. Toute vie est la dramaturgie d'une métaphysique, toute vie est une image de l'âme. » Oui, ça, je ne pouvais pas savoir, je pense, quand j'ai écrit ce livre, que j'arriverais à cette idée à la fin, qui est une idée qui a l'air en même temps une évidence et qui est compliquée. C'est comme un tour sur soi-même, de dire que toute vie est un commentaire sur la vie. Ou toute vie, en fait, toute vie humaine, on pourrait dire, on prend une vie humaine, et cette vie humaine, c'est un commentaire que la personne, c'est la façon dont cette personne perçoit ce que c'est que la vie. Et de la même façon, on peut dire qu'est-ce que c'est que comment dire, agir correctement, c'est agir comme on voit, comme on considère que les autres agissent quand ils agissent correctement. C'est des choses très simples et très compliquées à la fois. C'est très bizarre comme sentiment. Mais je pense que c'est ça le truc juste. C'est-à-dire, la vie qu'on a traversée est un commentaire sur ce truc commun à tous, la vie. Donc, la vie qu'on vit est l'image que nous, on donne de ce que c'est que la vie. Ça raconte quelque chose sur la vie en général. Et toute biographie, c'est pour ça que quand on lit une biographie, on lit, mais on pourrait lire tout autant la biographie de quelqu'un de dit extraordinaire. Beaucoup de gens lisent des biographies de figures historiques, tu vois, les figures d'impératrices ou de machin. On peut lire ça. Mais on pourrait aussi lire la vie de Mr. Nobody, de n'importe qui, de notre voisin. Moi, j'adorerais avoir la biographie de ma voisine du dessus. C'est une vieille dame, je sais pas quoi. Et j'aurais la biographie de la voisine du dessus, je lirais et je dirais « Ah, c'est ça, la vie !» Parce que chaque vie est un commentaire sur la vie. Chaque vie nous informe sur qu'est-ce que ça pourrait être la vie. Dans chaque vie, on va retrouver des déceptions, donc, des joies, des machins. Et des gens qui ne sont pas les magiciens de leur vie ont raté leur vie ou sont passés à côté. Ça, c'est vraiment une appréciation, comment dire, vraiment, la dernière chose au monde que j'aimerais faire, c'est de juger la façon dont les autres conduisent leur vie. Je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut s'interdire absolument. C'est un truc, c'est presque une figure interdite, c'est le jugement sur autrui. On peut dire j'aimerais pas être à sa place, on peut dire ça ne doit pas être terrible pour lui, etc. Mais on ne peut pas dire est-ce qu'il a réussi ou raté. Tu vois, on choisit les pires figures de nuls, de mecs qu'on déteste tous aujourd'hui. Madame Klossowski, par exemple. Voilà, cette Madame Klossowski, tu vois, je sais pas quoi, Philippe Val, machin. On pourrait dire Philippe Val, quel commentaire sur la vie que sa vie. Ouais. Ouais, quel triste commentaire sur la vie que sa vie. On ne peut pas finir avec ce mec. On ne peut pas terminer avec ça. Nous salit, ça te force à que je continue encore parce que j'ai envie d'expliquer l'autre truc qui est le truc qui m'importe le plus et que j'ai du mal parce que en même temps ça semble une évidence, en même temps c'est pas évident. C'est qu'est-ce que c'est agir bien? Parce que je me suis toujours posé cette question-là. C'est quoi l'action éthique? C'est quoi agir bien? Agir bien, c'est agir. Comment dire? C'est agir comme on aimerait agir, en fait. C'est vraiment... tout dans notre vie est comme ça. C'est-à-dire qu'on doit essayer d'être le plus cohérent possible par rapport à ce qui nous semble être juste. Tous les moments où on déconne par rapport à ça, c'est-à-dire, grosso modo, les moments où on fait des choses qui nous dégoûtent, où on parle à autrui de façon, on se dit, mais c'est pas possible, comment j'ai pu lui parler comme ça, où on est indifférent par rapport à notre manière d'être d'autrui, c'est les moments où on gâche cette espèce de cadeau immense qu'on pourrait dire, qui est, au cadeau, ou en tout cas le seul cadeau, l'unique cadeau qu'on nous a donné, qui est la vie. On a un truc qui est la vie. Ce truc-là, on doit en faire une très grande chose. C'est très important parce qu'il n'y a rien de plus important pour nous que ça. Il n'y a rien qui le dépasse. On a la vie, cette espèce de truc bizarre qu'on nous a donné. À travers ça, on a comment agir à travers cette vie. C'est en agissant comme on aime que quelqu'un agit au sein de sa vie. Et tout est un peu comme ça. Et c'est une espèce de truc, pour s'y repérer, ça semble être kaléidoscopique. Et en même temps, à la fin, le but, c'est d'arriver à faire une figure simple de tout ça. C'est-à-dire, à partir du moment où on trouve la cohérence, où la cohérence advient, alors
Mais la cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est à chaque fois, on a deux choses contradictoires dans notre vie, on essaye de les faire se rapprocher. Mettons, on a deux choses contradictoires. Une chose contradictoire, par exemple, on est pour la liberté et en même temps, on voudrait qu'un tel fasse ce qu'on lui a demandé. On doit trouver un point de rencontre entre ces deux choses. Est-ce qu'on arrive à un endroit où on n'a pas besoin de lui demander? Alors, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Ou alors, est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? Dans ces cas-là, est-ce que lui, il a vraiment envie de le faire? Et trouver le point où, en tout cas, à chaque fois, ce dont on a besoin et en même temps, la liberté d'autrui arrive à se rencontrer, le point de rencontre entre les deux. Et tout est un peu comme ça. À chaque fois, on a des pôles qui sont des pôles contradictoires autour duquel traverse notre vie. Mettons un pôle contradictoire classique. À la fois, on est égalitariste et à la fois, on n'a pas envie de se fader des emmerdeurs. Mais ça, c'est un truc central. J'en consacre plusieurs pages là-dessus. Tu sais, tu peux être égalitariste politiquement, mais tu ne considères pas que n'importe qui a le droit de prendre tout ton temps. Parce que c'est précieux, le temps. Ça, donc, tout le monde connaît ça. On peut être vraiment politiquement... Et on doit pouvoir faire quelque chose de cohérent avec ça. On n'est pas supposé accepter. En gros, on n'est pas au service... de la plus grande gueule d'emmerdeur venu, et en même temps, à ce moment-là, on ne lui doit pas notre temps de plaisir, notre temps de vie. On n'est pas obligé d'aller dîner avec quelqu'un qui nous emmerde. On n'est pas obligé de tout ça. Et en même temps, on peut très bien considérer que, par contre, il doit pouvoir vivre dans un pays où il obtient exactement la même chose que nous, pour la même chose qu'il puisse produire. La métaphore qui me vient quand je t'écoute, c'est que c'est comme du cristal. À un moment donné, ça doit s'agglomérer par une sorte de magie, et on ne sait pas comment ça marche. Et le bonheur, c'est le moment où on arrive à faire se rencontrer vraiment, se rencontrer des choses qui sont comme des contradictions de notre vie, ou des contradictions ordinaires qu'on a tous, par rapport à la fois à notre liberté, à notre sentiment du devoir, toutes ces choses-là. Des moments, c'est des espèces de moments, et c'est ça qui crée les troubles, et c'est ça qui crée ensuite les problèmes qu'on peut avoir, etc. Si on arrive à ces moments-là, ces moments de convergence, des moments d'incroyable bonheur. Écoute, ma dernière question, elle va peut-être te paraître un peu bizarre, mais tout à l'heure, j'essaie de te présenter. En montant les escaliers, je me dis, mais comment je vais le présenter? Et en fait, je ne savais pas comment te présenter. Parce que il y a tellement d'être en toi. Moi, je trouve ça cool, en fait. Ouais. J'ai pas du tout envie d'être... Parce qu'on dit, tu regardes Wikipédia, tout ça, on dit philosophe, vidéaste, artiste, écrivain. Ça veut rien dire. Tu sais, moi, vraiment, ce qui serait une réussite dans ma vie, vraiment, si je peux, un jour, ça, c'est le cadeau qu'on fasse, c'est de ne pas avoir besoin de me définir. Ça me semble tellement... qu'est-ce qu'on s'en fout? En tout cas, c'est très bien. Oui, on s'en fout, mais à un moment donné, quand tu essaies d'être un médiateur et de présenter quelqu'un, tu dis, non, mais c'est pas ça, Paco. Mais en tout cas, ce livre est un livre indéfinissable. Tant mieux. et j'invite vraiment... tu sais, je le dis pas souvent. Enfin, je le dis quand moi les gens que j'invite, c'est pas parce que on se connaissait, on n'est pas spécialement amis. Je t'aime beaucoup. Enfin, je peux te le dire à la fin de l'émission. J'aime beaucoup tout ce que tu écris, mais ce livre est formidable. Merci. Et vraiment, voilà, c'est rare quand je passe un moment avec il y a des moments d'éblouissement. C'est ce que j'ai dit. Il y a des pages qui sont vraiment belles, et rien que pour ça, il faut te lire. Et je pense que ça aide à vivre. Voilà. Merci beaucoup, Paco.